Après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, votre émission de référence pour ce lundi et pour débuter la semaine sur France Maghreb 2, émission qui va débriefer cette nouvelle Assemblée nationale que les Français ont choisie hier. Quel visage, quelles sont les conséquences de ce vote, de cette minorité, quelque part, majorité relative, en tout cas pour la majorité présidentielle. On va décortiquer évidemment le score de la NUPES avec déjà des premiers remous, puisque Jean-Luc Mélenchon a proposé aujourd'hui un seul groupe pour les 4 partis, rejetés par les communistes, les socialistes et Europe Écologie Les Verts. Ça sent une ambiance un peu houleuse à l'Assemblée nationale, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En tout cas, on a quelques nouveaux visages, quelques nouveaux députés et surtout un score historique du Front National qui bat tous les records, qui a multiplié par 10 son résultat hier à l'issue de ce deuxième tour des législatives sur France Maghreb 2. On en parle. Le Grand Forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et vous pouvez évidemment intervenir en direct au 01 40 33 9000 pour débriefer avec nous ce deuxième tour de cette élection législative. Il est 20h. C'est une situation totalement inattendue. Cette situation constitue un risque pour notre pays. La déroute du parti présidentiel est totale. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Vous êtes encore arrogant ce soir ? Attendez, pardon. Je retrouve le Dupond-Moretti que j'ai vu pendant des années. Vous êtes encore arrogant ? Le peuple s'est exprimé. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée, qui devient ainsi un peu plus national. Force est de constater qu'aujourd'hui, si le Rassemblement national est à ce niveau dans le pays, c'est aussi la conséquence des 5 années de politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que, on va poser la question tout de suite, vous seriez prêt à apporter votre soutien sur tel ou tel texte présenté par le gouvernement ? Nous, on n'est pas la béquille, si vous voulez, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ce soir, Jupiter est devenu un président minoritaire. Certainement pas vous qui vous êtes battu sur la retraite à 60 ans. Bien sûr que si, et sur le pouvoir d'achat et sur la sécurité et contre le burkini. Avec la France insoumise, c'est plus de cannabis, moins de police. Vous savez que c'est exactement ce que les Français... Vous voyez, le pouvoir d'achat, ça a duré 20 secondes. Vous plaisantez pas votre sujet. Quant à moi, je change de poste de combat, mais mon engagement demeurera jusqu'à mon dernier souffle dans les premiers de vos rangs, si vous le voulez bien. Nous avons tout pour réussir et c'est ensemble que nous y parviendrons. Vive la République et vive la France. Voilà un petit extrait de cette soirée qu'on aura l'occasion évidemment de réécouter pour les quelques moments de cette soirée électorale, deuxième tour de cette élection législative. Ravi de vous accueillir avec aujourd'hui autour de cette table Tarek Mami qui est initialement le vendredi mais exceptionnellement aujourd'hui le lundi pour venir débriefer avec nous cette nouvelle assemblée, ce nouveau visage de cette assemblée nationale. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, Gamal Abina aussi, je crois qu'il est encore il est en télé là. Ouais, voilà. Oui, tout à fait, mais il est dans les studios. Alors par contre, cher monsieur Mami, j'ai quelqu'un à vous présenter. Le Grand Forum accueille depuis de nombreuses années des chroniqueuses et des chroniqueurs. Et nous avons, et c'est notre fierté, une chroniqueuse qui est devenue, depuis hier soir, députée de la République. Sabrina Sebaï, bonjour madame la députée. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Bon, alors ça fait quoi au lendemain de cette élection, Sabrina ? Vous êtes la nouvelle députée pour les habitants de Nanterre et de Suresnes. Exactement. Eh ben écoute, je sais pas, je te dirai ça quand j'aurai réalisé.
Alors, peut-être une question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Alors, une question politique, Madame la députée. Vous n'êtes plus que la chroniqueuse de France Maghreb 2, mais la chroniqueuse et la députée et la chroniqueuse. Est-ce que la députée va aujourd'hui s'installer dans sa circo en termes d'habitation, en termes de local, donc pour recevoir ses électeurs? Eh bien, pour tout vous dire, je suis à Nanterre déjà pour le moment. Oui, physiquement, je sais pas aujourd'hui. Mais... Je suis déjà physiquement aujourd'hui, j'y suis retournée ce matin. Ouais. Et effectivement, l'objectif, c'est de trouver une permanence, en tout cas dans un premier temps, d'avoir un local pour pouvoir recevoir les habitants de la circonscription. Et puis surtout, j'ai mis en place un parlement à l'échelle de la circonscription, donc un parlement avec les citoyens, les associations, les syndicats et les partis, pour qu'à partir du mois de septembre, on puisse travailler tous ensemble les textes législatifs et les amendements et que je puisse rendre compte de mon mandat. France Maghreb 2, Christophe Rowe se fera un plaisir de venir assister à une de vos évidemment, assemblées. évidemment. Mais vous n'avez pas, Madame la députée, vous commencez à faire de la politique, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que, dans l'intention, c'est d'habiter quand même la circo où on est élu, de manière à ce que les 24 sur 24, les gens vous voient faire vos courses dans les magasins? Ah bah alors là, je dois vous dire que j'en sais rien du tout pour le moment, parce que j'ai été élue hier soir. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Il y aura sûrement pour objectif de migrer effectivement sur la circonscription, avec le circuit processus habituel de demande de logement. Et la ville de Nanterre, vous le savez, c'est très compliqué. Je sais tout ça. Mais en tout cas, c'était la question politique que je me devais de vous poser, parce que vous passez de l'autre côté, j'allais dire, de la frontière. Mais comme l'a fait Christophe, comme l'ont fait tous les membres de France Maghreb 2 et les chroniqueurs, on vous présente en direct nos sincères félicitations et on vous souhaite de pouvoir donc trouver votre place et faire ce pourquoi vous venez d'être élu. Vous le méritez, et une pensée à l'autre Sabrina qui a fait aussi un travail extraordinaire, et donc on vous souhaite 5 années de bon travail. J'espère que ça va durer 5 ans, Sabrina. Non, mais 5 ans ou plus, c'est pas grave. Mais peut-être moins. Oui, on lui souhaite la mandature bien sûr. Oui. Et bien sûr. Le dernier qui a fait une dissolution, il s'en est mal sorti quand même. Bah oui. Ah oui. En 97. Oui. Et puis la dernière chose, comme vous l'avez dit à Christophe et comme Christophe vous l'a dit, et je vous le dis en tant que directeur de cette radio vous est toujours ouverte, et c'est pas parce que vous avez été élu que vous ne devez plus venir nous voir et nous donner vos opinions du jour en dehors de votre qualité de député, bien sûr. Merci. Deux petites questions, Sabrina. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, Mélenchon a proposé cet après-midi de faire un seul groupe de la NUPES. Ça a été rejeté par tous les partis en fait qui font partie de cet accord. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir rejeté cette proposition ou pas, Sabrina? En fait, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été discuté avec tous les groupes justement qui constituent la NUPES aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un peu arrivé comme ça. Et là, actuellement, je pense que la proposition était de contrer le fait que le Rassemblement national obtienne la présidence de la commission des finances. Oui. Mais si tu veux, quand on commence déjà à donner des informations ou à proposer des choses à l'extérieur avant d'en discuter avec l'ensemble des groupes, ça ne peut que crisper. Donc, justement, on doit se réunir ce soir et demain pour avancer sur la question. Quelles sont les premières heures d'une députée? Comment on s'installe à l'Assemblée? Dis-nous, comment ça se passe, Sabrina? Est-ce que tu en sais un peu plus que ce matin, par exemple? Est-ce que vous avez été retirer vos badges, vos dossiers, ou pas encore? Pas du tout. J'ai rendez-vous demain matin à l'Assemblée nationale. Alors, visiblement, on doit y aller justement pour avoir une visite avec le personnel de l'Assemblée, faire des photos, récupérer nos badges. Et nos affaires pour pouvoir commencer à travailler, et en sachant que la rentrée parlementaire, visiblement, ce sera le 28 juin. Très bien, donc c'est rapide la rentrée parlementaire. Écoute, Sabrina, que te souhaiter de plus? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette 5 années, en espérant que ça dure 5 ans? Eh bien, en fait, on peut nous souhaiter de mettre à mal toutes les propositions de loi de M. Macron et de bloquer tout ce qu'il voudra mettre en place, puisque finalement, je pense que ça a été salutaire de lui rappeler qu'il n'a pas été élu par adhésion, mais bien parce que les gens ne voulaient pas du Rassemblement national, et que malheureusement, ce président de la République a permis l'entrée de plus de 80 députés RN à l'Assemblée nationale. 89 exactement. Voilà. Abina? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te présente Madame la députée. Mais je la connais très bien, Madame la députée. Je la félicite 1000 fois. J'ai toujours cru en elle. Mais je te félicite vraiment parce que, en vérité, j'ai toujours pensé que tu bataillais comme il se devait. Tu as toujours cru en ton travail et encore une fois, tu mérites largement. C'était difficile. Suresnes est une ville très à droite, comme tu le sais déjà, Nanterre moins, mais c'était une vraie bataille, ça valait le coup de la mener et tu as réussi avec brio et je t'en félicite et j'espère que ta députation sera à la hauteur de ton personnage, à savoir brillante.
Waouh. Merci. Il va te demander un truc avant la fin de l'émission, je pense. Hein. Oui, à Carambar. Ma chère Sabrina, tu sais que tu vas avoir, je te l'ai dit ce matin, mais tu vas avoir plein de nouveaux amis. Tu vas voir. Ils vont tous venir. Hein, ils vont tous te kiffer. En tout cas, bonne chance, ma Sabrina. C'est une vieille amie pour moi. Merci beaucoup. Salut Sabrina. Et tu repasses bientôt, hein, j'espère, te voir. Je te dis, dès que je peux me faufiler, je viens vous voir avec grand plaisir. Cool. Ça marche. Et puis nous, on viendra te voir aussi à l'Assemblée, hein, t'inquiète pas. Ouais, carrément. Bah ouais. Merci. Merci, ma Sabrina. Voilà, nous, c'est notre satisfaction. Vous voyez, pour commencer cette émission. Si on a passé une soirée un peu morose, un peu grimaçante, et bien pour le coup, on avait une satisfaction. Il n'y a pas que celle-ci, il y en aura d'autres, on en reparlera tout à l'heure. Mais évidemment, Sabrina Sebaï, députée de la République, écoutez, on est preneur. Et voilà. Christophe, si vous permettez, sur les 4 qu'on a reçus, 3 sont élus. Ah oui. On a reçu 4 candidats pour le deuxième tour. Madame Naïma Matouche pour... si, on l'a fait un soir. C'est qui ça? C'est pas moi ça. Hein. Ah oui, c'est moi ça. Ah oui. Et puis donc Monsieur Lakila et Sabrina. Ouais. Et puis les 3 sont passés sans député de la République. J'ai fait un Alors je sais pas ce que ça a donné par contre pour la dame qu'on a reçue. Non, elle est pas passée justement. C'est pour ça. Avec donc, le Front National. Oui. Donc à Reims. Donc sur les 4 que nous avons reçus, 3 sont passés. Gamal, première réaction sur ce qui s'est passé hier soir, c'est inédit. Hein. Oui, alors déjà, il y a plusieurs choses très importantes à souligner. D'abord, on félicite encore une fois notre amie Sabrina, pour laquelle j'ai toujours eu de la sympathie et qui a toujours fait le travail. Il faut lui reconnaître cette qualité, c'est quelqu'un d'intègre, donc chapeau. Ça fait plaisir, on la connaît, c'est déjà ça. Mais au-delà de ça, oui, d'abord, NUPES, ils ont fait un score extraordinaire. Il faut se rappeler d'où on part quand même. Macron en difficulté puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Donc extraordinaire, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Si extraordinaire parce que ça se passait très très mal au premier tour. Ils y allaient quand même pas à moitié. La gauche, ils se détruisaient comme jamais, ils se sont détruits. Et il a fini par rassembler, même si ça aurait pu être mieux, évidemment, il aurait pu obtenir une majorité, il aurait pu espérer. Mais c'était difficile compte tenu de l'état de délabrement général de la gauche en France. Et surtout il y a eu beaucoup de dissensions internes, il y a eu beaucoup de choses comme ça, des sources internes dans lesquelles on ne va pas revenir. Mais une chose est certaine, ils ont un score quand même qui leur permet de dire qu'ils sont la première force d'opposition en France, c'est pas rien. Ensuite, Macron a largement reculé, donc la fameuse... Alors c'est faux, hein, déjà. Première chose, c'est faux. Parce que si tu enlèves la NUPES, c'est un accord entre le groupe La France Insoumise, des communistes, socialistes. Absolument. Et a priori, tout le monde va retrouver son indépendance. Et là, si on retrouve ce schéma... ce n'est pas la NUPES, enfin c'est pas ni la France Insoumise, ni les communistes, ni Europe Écologie Les Verts qui sont deuxième force, mais c'est bien le Rassemblement National, monsieur. C'est un fait. Alors là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Mais non, mais c'est pas une question d'être d'accord, c'est un fait, Gamal. Non, c'est pas un fait, parce que quand il y aura des lois à voter, je ne crois pas que le Rassemblement National rassemble grand-chose. Alors que du côté de cette... Il y a un problème technique. Si les 4 NUPES sont ensemble, ils ont droit à la commission la plus importante, financière. Financière. Et c'est pour ça la proposition de Mélenchon aujourd'hui. Et s'ils partent à 4... C'est pour ça que je ne crois pas qu'ils se séparent. Il faut être bête. Pour l'instant, ils refusent. Hein. Non, mais ça va se négocier. Ils ont refusé aussi avant... Rappelez tractation quand même. Avant que Mélenchon les reçoive, tout le monde refusait tout. Non, mais aujourd'hui... J'espère qu'ils vont accepter. Je pense que... qui va être patron de la commission. Il va y avoir des échanges de bouts de ficelle, mais ce qui est certain, c'est qu'ils se savent faibles s'ils se séparent. Ça, c'est évident. Ensuite, le Front National, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas tellement parce que Macron qu'il est reculé et qu'il a invalidé cette théorie fumeuse de le président forcément va avoir l'Assemblée. C'est un nouveau fameux ni que nous avions dénoncé par ailleurs. Non, je parlais avant de ça. Je veux dire, à chaque fois on dit le président gagne, donc il a l'Assemblée, c'est pas vrai. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout pas avec Macron, parce que évidemment les députés qu'il a eu, c'est pas Macron. Mais ce qui est une chose qui est extraordinaire, et c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention des gens, quand même, en termes de progression du Front National, pour un parti qui ne bénéficie pas du tout de proportionnel. C'est-à-dire que logiquement, il devait être Ils ont installé laminé. La proportionnelle hier, hein. Oui, de fait. La proportionnelle de fait a été installée à l'Assemblée. Oui, s'il y avait une vraie proportionnelle, et là je te rejoins Christophe, à ce moment-là, c'était la première force d'opposition. Voilà, il serait devant la NUPES et largement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que moi, c'est un cours d'histoire, on va me dire, je vais faire un point Goldwing, d'accord, mais là, franchement, c'est énorme. Quand les nazis se présentent aux élections en 29, ils ont 12 députés au Reichstag. Quand ils se présentent en 32, ils ont 120 députés.
dans une configuration qui ressemble à celle de la France. 6 millions de chômeurs, une crise abyssale, une inflation galopante et des crises internationales à répétition avec un parti qui progresse avec des idées crasseuses. L'histoire se répète, tu veux dire ? On a la même configuration avec une droite qui a laissé faire, parce que Macron, qui le veuille ou non, il est de droite, et qui a dit, finalement, on n'appellera pas à voter systématiquement contre les FN. Il n'a pas joué le Front républicain, il a laissé passer un doute dans l'esprit des gens, et donc ça donne la même configuration. Dans les années 30, c'est pareil, la droite disait la même chose. Ce gars, ce petit Hitler, ça va être l'homme qu'on va utiliser, ce sera le Trump, on l'utilisera, après on va le dégager. Ouais. Sauf que, quand on a, et c'est ça qui m'inquiète, quand on a la possibilité de légiférer, de passer des lois qui sont de plus en plus tendancieuses dans un Parlement qui est quand même 80 députés, c'est quasiment le 6e de 90. C'est le 6e quand même du Parlement. Ça veut dire que la progression est extraordinaire. C'est la force politique la plus forte, la plus puissante d'Europe après Orban. Donc ça, c'est inquiétant. Et je suis très étonné. Vous voyez un petit peu la eupénisation des esprits, que les médias n'en aient que très peu parlé. C'est vrai. Ils ont attiré l'attention sur tout le reste sauf sur ça. C'est ça, effectivement. J'ai fait mon papier sur ça, justement. Et j'ai fait comme vous, Gamal, un vrai point de retour historique de 58 à aujourd'hui pour comprendre pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation. Ah mais pourquoi il suffit de comprendre. Je vous rappelle juste une phrase du président Emmanuel Macron à l'époque candidat entre les deux tours, en 2017. Je ferai tout, j'ouvre les guillemets, durant ce quinquennat pour que plus personne n'ait envie de voter Front National. Monsieur, vous avez échoué. Non seulement il a échoué, mais il a participé. Exact. Parce qu'il lui revenait à lui lundi dernier, lendemain du premier tour de législative, de dire deux phrases claires. La phrase de Mélenchon, pas une voix ne voit au Front National. Absolument. La deuxième phrase qu'il aurait dû dire, moi si j'étais son conseiller, je lui redis, même s'il ne le dit pas, c'est le Front National, la NUPES, LFI, c'est pas la même chose. Et donc, nous devons voter contre le Front National et contre l'extrême droite. Il ne l'a pas fait, il paye le prix, j'en parlerai tout à l'heure. Vous savez, il y a un truc que j'ai dit l'autre jour à Sabrina Nouri, que j'aime beaucoup et qui est quelqu'un qu'on appelle la guerrière de la radio. Elle va venir aujourd'hui, mais qui a un contretemps. Oui, ça arrive. Mais ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est intègre. Là-dessus, on ne peut pas lui retirer. Et je lui ai dit, parce qu'elle était gênée par mon propos, je lui ai dit, mais vous êtes d'extrême gauche. Elle dit, non, on n'est pas d'extrême gauche. Je lui ai dit, si, la gauche radicale ou l'extrême gauche, c'est la même chose. Et j'ai expliqué pourquoi c'est bien d'être d'extrême gauche de ce point de vue-là. Parce que l'extrême gauche, c'est quoi ? C'est extrême dans la redistribution de richesses, c'est extrême dans l'aide des pauvres, dans l'aide des mal nourris. C'est ça l'extrémisme de gauche. C'est donc des valeurs. Alors que l'extrême droite, c'est l'exclusion, c'est la haine, c'est le rejet, c'était mieux hier, c'est ça la différence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a un Macron qui ne donne pas une consigne de vote stricte pour dire tout plutôt que l'extrême droite, mais c'est peut-être pas Macron le problème là, plutôt pour le coup, celle qui était en charge de gérer les législatives, c'est Madame Borne. C'est pire que tout, Borne. C'est les deux, cher Christophe. Mais, mais le président généralement ne s'exprime pas trop. Il a fait sur une base militaire. Attendez. Il a le droit et même le devoir parce qu'aujourd'hui, il recueille parce qu'il n'aurait pas dû intervenir. Il aurait dit clairement, pas de Front National. Et si, je vous dis, moi j'aurais voulu être son conseiller pendant 3 minutes. Et la deuxième phrase ou la troisième, c'est combien même les 60 circonscriptions dans lesquelles il y a donc la NUPES contre le Front National deviennent des députés NUPES contre mon parti. Je préfère ce choix-là qu'avoir 60 députés. Et au lieu de ça, il a profité, il a profité sur le tarmac d'accuser Mélenchon. Ça, je peux vous dire que c'est mal passé auprès de beaucoup. C'est pas que ça a mal passé, Christophe, c'est que ça a incité les électeurs, il faut voir maintenant, on va rentrer dans les stats, et ça a incité les électeurs de Macron de ne pas aller voter ni pour l'un ni pour l'autre, et de beaucoup ont été votés RN, puisque leur président a dit que c'est un extrémiste. Dans un instant, on va parler d'un parti qui, pour moi, a un rôle déterminant dans ce qui s'est passé aussi. C'est les LR, les Républicains, qui commencent à se dire oui, nous ne sommes pas à vendre, mais qui se sont déjà vendus hier soir. Évidemment. On en reparle dans un instant au 01 40 30 d'autant plus qu'eux-mêmes, ils risquent l'explosion s'ils ne prennent pas une décision. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. On est en plein débrief, les amis, au lendemain de ce deuxième tour de l'élection présidentielle avec Tarek Mami et avec Gamal Abina qui sont avec nous. Alors évidemment, je suppose que, en tout cas, Tarek Mami, j'en suis sûr, a regardé la soirée électorale. Jusqu'à 2h. Voilà. Gamal Abina, je sais pas où il était hier soir. Je dormais comme d'habitude. Ah oui, voilà. Il y a eu des moments de tension. Et j'en ai sélectionné 3, écoutez. Ouais.
Est-ce que vous pourrez, sur certains textes, travailler avec le gouvernement? Écoutez, nous, on n'a pas... La retraite, je pense, à 65 ans, puisque vous avez voté pour eux qui vont la faire passer. Je pense que vous allez être encore aussi complaisant. En fait, vous avez décidé de vous lancer dans une carrière de comique ou je sais pas. On a passé toute notre campagne à expliquer qu'on était pour la retraite à 60 ans. C'est pour ça que vous avez appelé à voter. C'est vous qui êtes pour la retraite à 62 ans. C'est pour ça que vous avez appelé à voter pour le candidat de la retraite à 65 ans. Mais arrêtez de répéter des trucs faux. Vous savez que vous pouvez le répéter 50 000 fois. Madame Clémentine Autain, pour qui avez-vous voté au second tour? Pour qui avez-vous appelé? Et je l'assume. Contre moi, donc pour Emmanuel Macron. Contre vous. Je sais que vous avez passé pas une très bonne semaine entre Jordan Bardella et Madame Dati. C'était difficile, mais il faut avouer, vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc vous ne pouvez pas être une opposition, Madame Autain. C'est pas possible. Vous vous êtes discrédité. La démocratie va falloir vous y faire, donc permettre aussi... Regardez, quand le peuple vote, le peuple gagne, Madame Autain. Non mais laissez-moi terminer une phrase. Vous savez, la démocratie au Parlement, ça va être comme ça aussi. Il va falloir que vous soyez capable d'écouter les autres. C'est certainement pas vous qui vous êtes battus sur la retraite à 60 ans. Bien sûr que si, et sur le pouvoir d'achat et sur la sécurité et contre le burkini. Avec la France insoumise, c'est plus de cannabis, moins de police. Vous savez que c'est exactement ce que les Français... Vous voyez, le pouvoir d'achat, ça a duré 20 secondes. Vous plaisantez pas votre sujet, le pouvoir d'achat. C'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Et plutôt brillamment, ne vous en déplaise. Maintenant... Contre Madame Le Pen. Maintenant, contre vous aussi, puisque vous êtes arrivé 3e. Et de, mais vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Vous êtes encore arrogant ce soir malgré... Attendez, pardon. Je retrouve le Dupond-Moretti que j'ai vu pendant des années. Vous êtes encore arrogant? Madame... Je vous adore, vous êtes formidable. Alexis Corbière. Vous frimez encore. Une seconde. Mais bravo. Éric Dupond-Moretti s'explique. Non mais les invectives, Non, c'est pas les invectives, c'est vous. Me parlez pas sur ce ton. S'il vous plaît. Alexis Corbière. Non mais pendant 5 ans, Alexis Corbière, s'il vous plaît. Alexis Corbière, on s'écoute d'expliquer que c'est formidable. On s'écoute. Et Thierry Mariani est visiblement l'arbitre. C'est le principe. Éric Dupond-Moretti. J'ai dit que c'était un résultat décevant, Monsieur Corbière. Une défaite. Choisissez les mots que vous voulez du moment que vous ne choisissez pas les mots de l'invective. Ils vont tous discuter entre eux pour mettre en place. Les LR seront la force d'appoint. Et Madame Dati, vous le savez, malgré tout le respect que j'ai pour vous, vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il viendra vous voir en disant « S'il vous plaît, je veux voter la retraite à 65 ans, aidez-moi à la faire voter. » Et tous vos députés la voteront, ce qui ne sera pas notre cas. Je peux juste répondre. Madame Dati. Monsieur Bardella, vous savez très bien, nous, je l'ai toujours dit, nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Non, vous êtes la béquille. Non mais, comme je disais, j'ai pas une tête de béquille. Hein. Voilà, donc le dernier c'était Rachida Dati et Jordan Bardella. Attention à Jordan Bardella, il va falloir qu'on en parle un de ces quatre parce qu'il fait un travail extraordinaire, hein, je vous le dis. Vraiment, il faut se méfier de lui. Hein. Alors pour le coup, voilà ces 3 moments de tension qui étaient palpables hier. Finalement, si de manière simpliste on dit qui a gagné, qui a perdu, est-ce que au vu de la participation et de l'abstention qui a battu tous les records hier, c'est pas la France et la démocratie qui a perdu, Tarek Mami? Alors, le titre, cher Christophe, vous lisez de vos pensées dorénavant. Alors, le titre de mon papier sera les leçons des élections législatives françaises, 3 victoires, dont 2 à la Pyrrhus et une défaite, et le peuple français et les quartiers du populaire. Ouais. Voilà mon papier. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais on va en parler tout de suite. C'est l'attitude des Républicains qui apparemment avaient lancé un mot d'ordre, Gamal, tous contre Macron, pour ensuite devenir le parti avec qui il faudra conjuguer pour Emmanuel Macron. Je vous rappelle, donc si j'en crois les chiffres, 231 députés pour Ensemble. Si vous additionnez le score de la droite, des LR, on arrive à 291. Donc on obtient une majorité absolue. Sauf que il y a une vraie bataille à l'intérieur des LR, ouais. Et que d'abord, vos 291, vous enlevez Ciotti, vous allez descendre à 290, et vous enlevez quelques autres, vous allez descendre à moins de 289, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est lui qui joue comme parti son avenir. C'est LR, c'est pas Macron. Macron, dans 5 ans, il n'est plus là. Son parti, c'est plus son problème. Ça sera Philippe, Horizon et les autres. Alors que LR, de la décision qu'ils vont prendre aujourd'hui, dépend leurs prochaines élections municipales, régionales. Alors, certaines voix à l'intérieur disent, on va proposer, vous êtes bien assis sur votre chaise, cher Christophe, Rachida Dati comme Premier ministre, pour pouvoir légitimer ce qu'elle fait avec Philippe, et ils diront en interne que nous sommes en train de mettre la main sur le mouvement macroniste pour les prochaines élections. Donc c'est très compliqué, et tout le LR n'ira pas avec la majorité donc absolue. Il n'y aura pas de majorité absolue. T'es Emmanuel Macron, Gamal Amina, tu fais quoi aujourd'hui? Wow.
Ah oui. Si j'étais Macron, d'abord je commencerais par réfléchir. Ouais. Ça lui arrive ce qui a été fait. Il a été conseillé par quelqu'un qui n'est pas très malin, qui l'a emmené sur une voie de garage. Jacques Attali, c'est lui qui l'a drivé sur l'histoire de la montée du Front National. Et de Zemmour. Donc ça, c'était stratégiquement... Et Sarkozy, bien. Enfin, c'est pareil, c'est la même. Non, mais Sarkozy, pardon, il faut juste qu'on fasse un truc. Vous savez que Sarkozy, il a fâché des LR. Oui. Il a été rencontré dans une circonscription où il y avait Ensemble face à la droite, la candidate de Macron. Oui, c'est logique. Donc c'est lui qui a conseillé. Il y a certains, ça y est, qui lâchent le mot de trahison. Oui, bien sûr. C'est normal. De toute façon, Sarkozy, c'était le pote de Chirac qui l'a trahi. On connaît la musique avec lui, c'est pas une surprise. Il a fait avec Kadhafi aussi, je rappelle le mot. Bon, alors Macron, tu fais quoi? Alors moi, si j'étais Macron, d'abord, je réfléchirais. Là, en termes stratégiques. La plus grande force d'opposition aujourd'hui, s'il est capable de l'amadouer, c'est effectivement la France Insoumise. Seul problème, c'est que la France Insoumise, c'est une force d'opposition extrêmement radicale. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont été élus sont des gens qui viennent de la base populaire. C'est pas des bourgeois, c'est pas la reproduction de l'élite bourgeoise intellectuelle et politique qu'on connaissait des grandes écoles. Donc déjà, ça pose problème. Macron étant un produit de grande école, il aura du mal à composer avec des gens qui sont très énervés. Ensuite, il pourrait surfer avec les LR, mais le problème, c'est qu'effectivement, si bien que Tariq Pami l'a rappelé, c'est une majorité extrêmement faible. Elle se joue à 2 voix, ce qui est rien du tout. Oui, c'est ça. Donc le risque, c'est de devoir dépendre des LR qui vont clairement dire... Si nous voulons une instabilité chronique, nous retirons. Donc ce sera un chantage permanent que les LR n'hésiteront pas à utiliser, comme ce qu'on voit très bien en Israël, quand un Premier ministre a besoin d'une majorité, il est besoin de composer avec l'aile droite ou l'extrême droite de son parti. Et donc là, Macron, il va se retrouver coincé soit par des maîtres chanteurs, LR, soit par des radicaux qui accepteraient de composer avec lui, mais il faudrait qu'il fasse d'énormes concessions qu'il n'est pas prêt à faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va se rapprocher tout naturellement des LR, puisque son signal fort, en ayant pris Borne, qui était issu du PS, est un signal qui n'a rien donné, que sa stratégie gagnante en faisant monter le Front National a été un échec, puisqu'il a vraiment fait monter le Front National dans des proportions inattendues, et surtout que son espoir de faire un raz-de-marée macroniste aux élections est un échec total, et qu'il est obligé maintenant de composer avec des gens avec lesquels il n'est pas forcément d'accord. Donc je pense que, de l'autre côté, les LR qui sont en énorme difficulté financière, rappelez-vous qu'ils avaient quand même une dette de 7 millions d'euros, qu'ils n'ont toujours pas payé leur demande, il faut le rappeler, et donc ont besoin de Macron pour exister aussi. Si les LR se passent de Macron, ils vont couler à pic. Parce que leur ancrage local a démontré, avec une élection où ils ont été atomisés littéralement, qu'ils ont besoin de faire face à la force la plus puissante politique actuellement et déclinante, qui est celle de la Macronie. Donc il y aura des compositions, il y aura des discussions. Macron n'ira pas voir l'extrême droite parce qu'il ne peut pas s'autoriser un truc aussi sale, donc il va devoir prendre soit sur lui avec l'extrême gauche, soit les LR, je pense qu'il ira les LR. C'est tenable pendant 5 ans, ça, t'arrêtes? Non. Alors... ça dépend du point de vue dans lequel va s'installer M. Macron. Est-ce que M. Macron va jouer comme Chirac au président, l'appeler président feignant, et qu'il estime que lui, ne devant plus avoir à se représenter, il laisse gérer, et puis il passe un coup de téléphone à Mélenchon, un coup de téléphone au LR, un coup de téléphone voire au Front National, pour dire sur ce point-là, c'est l'intérêt du pays qui joue, donc votez ponctuellement cette loi. Soit qu'il va réfléchir, mais pour moi, et encore un conseil que c'est pas un homme du dialogue, visiblement. Non, mais il n'a pas le choix. Ouais. Non, c'est un homme qui essaye de convaincre et de faire passer par des piqûres son idée dans la tête des autres. Et donc, comme il ne pourra pas, il sera obligé de rétropédaler, parce que moi, je peux vous annoncer, s'il fait une dissolution aujourd'hui ou dans 3 ans, son parti n'aura pas 230 députés, mais plutôt 30-60. Et ça, il le sait. Donc, est-ce que mieux vaut gérer pour lui avec 231 et en piquant les 60 voix qui manquent parcours? Pardon, je vous interromps parce que... Et dernière chose, Macron a aujourd'hui perdu la retraite à 65 ans. Oui, non mais ça, on peut l'annoncer. Quand vous dites qu'il aurait perdu ses 231, attention, c'est pas dans 231 de la République En Marche. Non, mais... c'est du groupe Ensemble. Oui, tout à fait. Donc Horizon, Modem, République En Marche. Horizon qui n'a aucun horizon, parce qu'il est arrivé petit parti alors que tout le monde pensait qu'il allait faire du chantage à Macron. Et donc, vous prenez le chiffre de Macron, je crois que c'est 134 pour son propre parti, il n'aura pas 134, il en aura 20. De toute façon, ça reste la République En Marche. C'est comme ça qu'il a fabriqué son premier parti. En tout cas, donc, c'est un risque à prendre. Oui, mais est-ce qu'il aurait mieux valu pour Emmanuel Macron, finalement, à ce qu'il y ait, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, la NUPES qui arrive en tête de cette élection et obtienne une majorité, même relative ou absolue, pour qu'il puisse y avoir une vraie cohabitation, ou ce schéma-là, qu'est-ce qui est le mieux finalement? Moi, je pense qu'il y a un truc que j'aurais à dire. D'accord. Ce schéma-là, Christophe, il ne rentrait pas dans l'univers mental de Macron. On est d'accord. Donc, il ne pouvait pas y penser. Ouais. Et même si quelqu'un lui dit, t'as rien compris.
Et donc, c'est trop tard. C'est vrai que les sondages se sont plantés, pour le coup. Non, on est bien en deçà de ce qu'ils annonçaient. Non. Pour moi, les sondages ne sont pas trompés. C'est que les gens n'annoncent pas, surtout pour le Front National, ça continue. Oui, ils ne disent pas leur vraie intention. Et le Front National espérait 30 et se retrouve à 90. Et donc, pour moi, là où les sondages se sont un peu trompés, pour prendre c'est les pourcentages. Mais en fait, quand vous prenez les fourchettes basses, c'était 150 pour la NUPES, ils sont à 250 pour Ensemble. Ils sont à 134. Voilà. Bon, donc on peut pas dire. C'est dans la marge. C'est de la marge d'erreur. Non, mais ce qui est intéressant, moi je pense le schéma, alors là, vous n'avez pas répondu à mes questions. Mais le schéma préférentiel pour Macron, même s'il n'y avait pas pensé quand même, il aurait pu quand même l'imaginer, ce schéma-là. Non, il voulait pas l'imaginer parce que intellectuellement, Christophe. Non, mais c'est pire que ça, c'est que ça ne peut pas rentrer dans sa tête. Il est Jupiter et il ne peut pas perdre. Non, mais il n'y a pas que lui qui pensait ça. Tout le monde a dit, je rappelle quand même avant les élections, la primo gagnant, c'était pas vrai. Ça, c'est des lieux communs ridicules où on oublie qu'un président n'est pas une assemblée. C'est deux choses différentes. Parfois, un président fort qui s'est bien débrouillé peut influencer le vote. Mais les gens votent indépendamment de la présidence. Alors, ensuite, on peut rajouter peut-être quelque chose. Jospin a fait un super mandat. Absolument. Et il s'est fait claquer au premier tour. Absolument. Donc, si vous voulez... Parce qu'il n'a pas fait campagne, Jospin. Non, parce que... Si, Jospin, Macron n'ont pas fait campagne, ils le payent. Oui, parce que les gens aussi, ces hommes politiques, ne mesurent pas la réalité de la société française et la haine. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait une très bonne campagne respectivement. À la présidentielle. Ah oui, absolument. Même législative. Rappelez-vous, on prédisait Éric Zemmour comme quoi il allait tout rafler à Marine Le Pen. Elle l'a fait de manière très élégante. Elle lui a claqué le bec. Alors moi, je rappelle tout de même une chose importante. J'ai toujours dit que Zemmour était un lièvre. Et que c'était une baudruche qui s'effondrerait, on voit ce qui reste de Zemmour. Oui, mais on ne savait pas si c'était le lièvre de Macron ou le lièvre Non, c'est le lièvre de Macron. Ou le lièvre de Marine Le Pen. C'est bien le lièvre de Macron, drivé par ce qui l'a poussé, clairement. C'était les conseils de M. Attali. C'est M. Vincent Bolloré qui l'a monté en épingle, mais personne n'allait voter pour un Zemmour. Et certes, il y a une chose que j'allais dire. Si Macron voulait faire... 0 député pour Reconquête. Mais normal, c'est parce que c'est une blague. Ouais. Reconquête, c'est Zemmour, ça s'arrête là. C'est rien d'autre. C'est un sketch. C'est un mauvais Berlusconi, Zemmour. Mais il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Macron, s'il voulait vraiment créer un choc psychologique à ce pays, un vrai choc, ce sera dur pour lui, ce serait de nommer le Premier ministre que serait effectivement Mélenchon. Mais pourquoi ? Jamais. Imaginons qu'il fasse ça. Il a une majorité absolue et indiscutée. Dans le calcul mathématique, il emporte haut la main. Ensuite et surtout, il mettrait Mélenchon dans une situation extrêmement difficile. Parce que qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait comme Chirac-Jospin, systématiquement des batailles sémantiques sur telle ou telle question de droit ou société, ça n'arrêterait pas et finalement, qu'est-ce que ferait Macron ? Il jouerait le président à l'international, c'est en vérité son travail principal, et Mélenchon se coltinerait les affaires intérieures qui sont quand même pas reluisantes. Je pense que Macron sortirait gagnant d'un Mélenchon qui gère l'intérieur avec lui à l'extérieur, ce serait un peu l'image d'un Chirac qui était brillant à l'extérieur et nul à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Alors, on va parler de Madame Borne, quand même. Et on va en parler dans un instant. Madame la Première ministre, qui a été nommée là, tout récemment. On voit que ça a été dur. C'est elle qui a été en charge de gérer la campagne législative. Bon, elle l'a faite, j'allais dire, un peu... elle est passée, mais c'est pas été non plus un gros score qu'elle a obtenu, Madame Borne. Est-ce qu'elle doit rester au gouvernement ? Et quels sont maintenant... Alors, on a aussi les noms des ministres qui ont perdu. Et 3. Pas n'importe qui. 3. Et pour moi, le ministre qui devient le plus important au vu de ce schéma, de cette configuration, c'est M. Véran, qui est en charge des relations avec le Parlement. Ça va être un beau bordel, je vous le dis, tout de suite. Allez, on en reparle dans un instant avec vos appels 01 40 33 9000. Venez nous dire et analyser avec nous cette nouvelle Assemblée nationale. On va aussi se lancer dans les perspectives de comment ça va se passer, comment ils vont faire pour faire passer des lois. Ça va être déjà, en temps normal, c'est pas vraiment la discipline qui est le maître mot de l'Assemblée nationale, mais alors là, pour le coup, ça va être pire que dans une cour de récréation. A tout de suite, restez avec nous, on est de retour. L'émission de référence, ça s'appelle le Grand Forum en ce lundi. Nous sommes le 20 juin, au lendemain de cette élection législative. Deuxième tour donc qui a eu lieu hier et qui a donné donc cette nouvelle Assemblée nationale où finalement personne n'obtient une véritable majorité, si ce n'est une majorité relative pour le président de la République qui va devoir composer, conjuguer. On va en parler et en débattre. J'aimerais bien aussi entendre les gens, évidemment le peuple. Lounès qui est avec nous. Salut mon Lounès. Salut Christophe, je vous appelle pour vous saluer d'être là. Merci Lounès. Et vous donner mon avis, je ne sais pas s'il va compter, mais c'est le mien, j'avais envie d'appeler.
C'est tous des chiffonniers pour les politiciens. Et je mesure mes paroles, mes mots, même s'il faut de la politique, c'est comme ça, mais c'est des chiffonniers. Les résultats qu'on peut faire plus calcul qu'on veut, c'est la gauche qui a fait... pourquoi la gauche ne s'est pas unie avant les élections présidentielles? Macron ne serait pas passé. Il n'est pas légitime comme président de la République. C'est les chiffonniers premiers, c'est eux, c'est la gauche. Moi, je suis un homme de gauche, un homme du peuple. Tu l'as dit, Christophe, un homme du peuple. Pour les pauvres, les gens qui souffrent le plus. Et quoi qu'il en soit, tous les calculs qu'on peut faire, c'est les Français qui vont en pâtir. Et les Français dans l'ensemble, les plus Français, les plus pauvres. Qu'ils aillent s'asseoir à l'Assemblée nationale, mais nous constatons tous que l'essence de gasoil n'arrête pas d'augmenter, que les marchandises alimentaires coûtent de plus en plus cher. Voilà la priorité des Français. Les Français sont fâchés. Ils n'ont pas été votés en majorité hier. Voilà le pourquoi. On en a ras-le-bol. On a un très beau pays. On a de quoi faire. On s'invente des problèmes. Ils nous inventent des problèmes pour nous diviser. C'est des bandes d'incapables. C'est des parvenus politiques. Et je crois en la France. Je crois en Français. Je crois au peuple français. Mais ces gens-là, franchement, je me demande comment ils se regardent dans le miroir le matin. Franchement, c'est des chiffonniers. Voilà. Merci Lounès. Question que j'ai envie de vous poser à Gamal et à Tarek Mami, mais aussi aux auditeurs de France Maghreb 2 qui nous écoutent aujourd'hui. Au vu de ce qui nous est proposé, de ces 89 députés du Front National, parce que j'aime pas dire rassemblement, parce que rassemblement, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble, c'est tout sauf le rassemblement, ce parti-là, évidemment. Même si Marine Le Pen a été pour moi une fine tacticienne et qui a opéré de main et de maître avec brio cette campagne et pour en arriver finalement à ce qu'elle sait faire de mieux, à peser dans l'opposition. Mais aujourd'hui, au vu de ce schéma qui nous est proposé, à une question toute simple, est-ce que la France est raciste ? Non. Non, mais non, c'est pas... Spontanément, non. La France raciste ? Non. C'est ça la question ? Oui, c'est ça ma question. J'ai 89 députés, Gamal Abina, Tarek Mami, qui ont été élus et pas des petits scores, pardon. Je prends la circonscription où je suis né, où Blanquer s'est rétamé, j'en suis très fier d'ailleurs. C'était Front National face à la NUPES. 63% pour le Front National. Moi, je vais répondre simplement. Le raciste est souvent un homme qui se trompe de colère. Par exemple, il y a les problèmes économiques. Vieille belle définition donnée par Mitterrand en 81 avant les débats. Exactement. Et pourtant, c'était pas quelqu'un de très recommandable, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un homme de lettres. Donc, c'est transformé par Mélenchon en fâché, pas facho. Ouais, mais ça, j'aime moins ça. Oui. C'est beaucoup moins fin. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand on a des problèmes économiques, des problèmes avec sa femme, des problèmes avec sa voiture, et qu'on voit que le voisin a une BM qu'il a très souvent louée, on s'imagine que le voisin basané est quelqu'un de mauvais. Ensuite, il n'y a pas que... Et qu'il vous pique votre place. Et qu'il vous pique votre place. Avantages sociaux. Le pain des Français, tous ces mythes-là. Ouais. On ne s'imagine pas que ce même Maghrébin, par exemple, qui souvent est indépendant, travailleur du bâtiment, commerçant, cotise massivement, plus qu'il ne reçoit au système de redistribution, URSSAF, RSI. Ça, on ne le sait pas. Donc, celui qui voit ça, il se trompe. Ensuite, gros, il touche à peu près 20% de ce qu'il cotise. Voilà. Donc, la marge bénéficiaire pour l'État est pratiquement de 80%. Et je suis bien placé pour en parler, et vous aussi, puisque vous tenez la radio. Ouais. Donc, en substance, qu'est-ce qu'on va dire par là ? C'est un peu de la généralité que vous faites. Non, c'est pas des chiffres. Non, c'est des chiffres. Alors, je vais donner c'est des chiffres publiés par l'INSEE. C'est des chiffres publiés par l'INSEE. Je te donne une vraie statistique INSEE, d'accord ? 10%, écoute bien Christophe, 10% des créateurs d'entreprises en France sont d'origine étrangère. 10%. C'est-à-dire qu'une entreprise sur 10 est créée par des gens d'origine étrangère. Pourquoi ? Parce que, comme il y a du racisme structurel, on ne parle pas des Français, on parle des décideurs. Il faut faire une nuance entre le décideur et le Français. Comme il y a un racisme structurel qui ne trouve pas d'emploi, ils vont créer leur emploi. Voilà ce qui se passe. C'est de la réaction. Ensuite et surtout parce que leurs parents, très souvent, sont des commerçants. Donc il y a une tradition de la création d'emplois spontanée. Qui n'a pas un parent qui a été dans le bâtiment et qui a créé son entreprise ? Qui n'a pas un parent qui a créé son commerce ? Le commerce proximité, l'épicier du coin, le fameux épicier du coin, l'arabe du coin comme on l'appelait. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que non, quand quelqu'un vous dit, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux propos, quand quelqu'un vous dit, est-ce que la France, tout le pays est raciste ? Non. La France n'est pas raciste. La France est en crise et certains
dans la crise, se disent à tout prendre, même si je ne suis pas raciste, je voterai pour un radical qui va peut-être avoir une solution radicale. C'est un vote contestataire alors. Oui, c'est un vote contestataire, c'est un vote sanction, c'est un vote qui dit aux gens, puisque les gentils politiciens qui nous ont vendu des promesses pendant les années ne tiennent pas leurs promesses, allons voir les extrêmes, ils vont peut-être pas être sympas. Donc à ce compte-là, si je te suis bien, si je vous suis bien, en 2027, on a une Front National au pouvoir. Probablement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de candidat sérieux et qui est du charisme. Que ce soit Jordan Bardella, auquel je crois plus que Marine Le Pen, d'ailleurs. Non, Marion Maréchal, pas Jordan Bardella. Non. Alors, ce qui va être difficile pour Marion Maréchal, c'est une chose. Ce qui va être difficile pour elle... Non, c'est pas cramé. Non, du tout. Elle est très, très maligne. Elle n'est pas en rupture avec sa famille. Ce qui va être difficile pour elle, c'est que c'est une femme. C'est la seule chose qui va bloquer. Et Bardella, c'est vrai que c'est un homme. Sauf que Bardella, il est d'origine italienne. Un homme brillant, oui, mais italien. Jeune, mais italien. Brillant. Voilà. Mais italien. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on a eu ça passe bien. Hein. Non, ça passe pas. Non, parce que les Italiens ont été pourchassés dans les années 20 et que malheureusement, il y a quand même... On a changé de tchèque, mon vieux. Oui, mais ça change rien. L'italien, c'est pas forcément le beau gosse. On a failli avoir un Arménien au pouvoir à l'époque avec Balladur. Les gens avaient oublié qu'il était d'origine arménienne. Ça n'est pas passé. On a failli... Arménien turc. Je vous demande de vous arrêter. Donc, simplement pour dire, sans la question raciale qui veut rien dire, mais la vraie question qui se pose, c'est qui aura le charisme? C'est légitime, ma question. Hein, oui, elle est légitime. Qui aura le charisme pour convaincre les gens qu'il ne ment pas? Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont des menteurs professionnels, malheureusement, déçoivent. C'est-à-dire qu'ils promettent des choses qu'ils ne tiennent pas. L'homme qui sera capable de promettre et de tenir, on lui fera confiance. Et malheureusement, Christophe, dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, et je le dis et le répète, ça va être très grave, les seuls hommes politiques qui promettaient les choses et qui les tenaient en Europe étaient d'extrême droite. Alors, ça a conduit à la guerre. C'est vrai. Chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, ils l'ont fait. Ils ne mentaient pas. Dans le pire, quoi. Dans le pire, oui, mais ils l'ont fait. Quand les nazis ont dit je vais réduire le chômage, ils l'ont fait. C'est vrai qu'ils ont utilisé les méthodes des grands chantiers et en même temps de l'armement, ils l'ont fait. Quand ils ont dit on va faire des guerres à tout le monde pour récupérer les territoires, ils l'ont fait. Quand l'Espagne de Franco dit je prends le pouvoir dans 3 ans et je ferai de mon pays une grande nation, il l'a fait parce que ces gens-là sont des radicaux et que les radicaux séduisent. Merci Abina. Dans un instant, on a Chouchou qui est avec nous, qui nous attend, qui veut nous livrer son analyse. Il faut qu'on écoute le peuple. Dans cette émission, on le fait régulièrement. Surtout le peuple qui a voté, oui. Absolument. Non, non, je parle pas de Chouchou. Le peuple qui a voté ou le peuple qui a choisi de ne pas voter. Moi, je les comprends aujourd'hui. Je vous dis sincèrement. Franchement, au vu de ce qui nous est proposé, au vu des soirées de télévision. Christophe, tu es à 54%, Christophe. Non, j'ai voté, mais bon. C'est pire. Sans conviction. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Mami et avec Abina qui font leur petite salade là. Alors on y va, on accueille tout de suite. Ouais, une salade d'échouilla là. Non, est-ce qu'il y a le mot salade radio ou quelque chose? Non, Radio-terre. Je connais pas ça. Vous allez apprendre sur Christophe parce qu'on apprend tous les jours. Oui, bien sûr. Voilà. Chouchou est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour Chouchou, vous nous appelez d'où? Arcueil. Arcueil, très bien. Alors ça a voté quoi chez vous? Vous le savez ou pas? Franchement, je sais même pas. Parce qu'en fait, moi, je vote pas là où j'habite. Ah, d'accord. Oui. Et vous votez où? Je vote à Ivry. Ah, d'accord. C'est Mathilde Panot qui a gagné. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a une plainte qui est déposée contre Mathilde Panot et le maire d'Ivry, déposée par le candidat de la majorité présidentielle. Elle tourne dans le panneau. Ouais. Oh Chouchou, on t'écoute. Oui, donc moi déjà, pour moi c'est une victoire parce que Pupponi a été dégagé. Donc pour ça c'est déjà bien. Pupponi il est pas chez vous, il est dans le 4. Non, mais je l'aime pas. Oui. C'est une bonne raison politique. Hein. Ça c'est un bon argument. Ça. Voilà, Pupponi il est dans le 95, c'est le petit chouchou. C'est pas ça. C'est le petit chouchou de Valls. Pour l'instant il est nulle part et c'est tant mieux. Deuxième chose, c'est une victoire aussi pour Rachel Keke. Et ça, vous en avez pas parlé. Mais on va en parler. Attends, t'inquiète pas, on a même prévu de passer un extrait de son discours. Femme de ménage, femme de chambre. C'est ça ce qui était tout à l'heure. Elle a été naturalisée en 2015. Ouais. Et oui. Le grand remplacement. Et justement, hier soir, sur France Info, il y a un abruti qui a parlé de ça, du fait que comme elle ne parlait pas suffisamment français, ça allait poser un problème à l'Assemblée. Je suis désolée, mais quand une femme qui ne parle pas correctement le français, mais qui a mené un combat avec ses collègues pendant 2 ans presque. Allô? Je te on t'écoute, Chouchou, on est là. Hein. On veut pas vous couper, alors vous allez pas vous... Quand elle a fait grève avec ses collègues contre le groupe Accor des Batignolles,
Elle a mené le combat quand même avec ses collègues pendant presque 2 ans. Tout à fait. Je suis désolée, mais il y a des gens qui parlent très bien le français et qui n'arrivent pas à mener ce genre de combat. Moi, j'ai envie de dire que Rachel Keke a pour elle une chose, c'est que c'est une vraie femme du peuple. Femme de ménage, et que pour une fois l'Assemblée nationale va refléter un petit peu de la basse couche entre guillemets de la société. Il y a aussi un syndicaliste dans les Drômes, donc dans les territoires d'outre-mer, qui a été élu et qui lui avait tenu tête à son député et qui est élu aujourd'hui du PES. Ça c'est formidable parce que c'est l'Assemblée des représentants du peuple. C'est quand même incroyable qu'on ait que des bourgeois. Alors, elle est fille, hein. Chocho, parmi les bonnes nouvelles, puisque vous parliez de Poponi, moi je vous donne un autre nom. Si Lagarde, 20 ans, allez hop, out. Jean-Christophe Lagarde. Ah si. Moi c'est par rapport aux saloperies que Valls, Pupponi, des gens comme ça me racontent à longueur de journée. Oui, bon, bah, mais de toute façon, quand on voit comment Mélenchon a été dézingué dès la présidentielle, faut pas s'étonner des résultats, puisqu'en fait, ils ont tout fait pour lisser un maximum le parti de Marine Le Pen et pour diaboliser. En fait, le diable a changé de camp pour les politiciens, pour certains politiciens et certains médias. Ouais. Merci Chouchou, à bientôt. Il y a un truc intéressant sur Rachel Keke, c'est qu'elle était opposée à Roxana Maracineanu, donc ça fait une immigrée. L'ancienne ministre des Sports. Absolument, une ancienne championne. Alors parlons des ministres, tiens, justement il y en avait 15. Oui. Bon, on va dire que la récolte est plutôt pas mal. 12. Ouais. 12 passes, 3 tombes. 3 tombes. Donc la règle... 3 tombes. Bourguignon, la ministre de la Santé, là. Tombe dans la tombe. Il tombe dans la tombe. Et puis la règle, c'est pas élu, dégagé du gouvernement. D'ailleurs, Mme Bourguignon a annoncé qu'elle allait quitter le gouvernement. Ah bah, elle va démissionner. Bah, oui. Justement, alors, comment ça va se passer, là alors, d'après vous, j'ai envie de savoir, vous qui êtes des sachants non, on n'est pas des sachants, on est des analystes. Oui, bon. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui va se passer avant juillet, là? Il va y avoir un remaniement ou on va passer l'été comme ça? Non, il y a un remaniement, c'est obligatoire. Bah, de toutes les façons, vous savez, je crois que c'est dans la semaine, là, ça va bouger? Cher Christophe, vous allez trop vite des fois. Bah non, mais... le 29, il y aurait la première séance de l'Assemblée, la nouvelle Assemblée. Oui. Donc, le Premier ministre doit faire son discours. De politique générale. Est-ce que vous pensez que Borne va rester ou pas? Non, mais attendez qu'on réponde à votre première question. Oui. Donc, forcément, avant le 29, il y aura un changement de gouvernement. Au moins avec ses droits de départ. Moi, je pense effectivement qu'il ne restera pas, parce que j'ai toujours pensé que Borne était juste un symbole, ça rappelle un peu une vieille époque mitterrandienne, encore une fois, où cette femme sera sacrifiée sur l'autel du réalisme politique. Malheureusement, elle fait partie de ces gens-là. Ouais. Et bon, en tout cas, c'est une femme qui a loupé sa campagne législative pour le coup. Hein, tant mieux. Elle n'est pas faite pour ça. Tant mieux. Ouais, voilà. Elle est très. Quand on l'écoute, on est déprimé, quoi. Elle n'est pas faite pour ça. On a envie de prendre des exomines, quoi. Elle parle comme elle parle dans un conseil d'administration. Moi qui connais les conseils d'administration, au conseil d'administration, il y a 12 personnes autour de la table. Et il y a l'exercice. Voilà. Et quelqu'un qui arrive avec une espèce de charisme et qui explique pourquoi la RTP ne doit pas faire la prolongation de la 13. Et les gens écoutent, ils disent OK. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit non, vous avez tort. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation, c'est un conseil. Donc remaniement, selon vous, rapidement, là, dans le tout prochain. Est-ce que Macron doit prendre la parole? Parce qu'il faut qu'il quand même, il acquiesce une certaine responsabilité. Il est obligé de prendre la parole parce que maintenant, il devrait expliquer à son peuple entre guillemets pourquoi on en est là. Et puis surtout, Macron, il n'y a pas d'intervention de prévue pour l'instant, je vous le dis. Non, mais il va le faire. Il peut pas. Là, il continue à jouer la carpe, mais la carpe, ça l'a pas payé. Ça a payé pour la présidentielle. Il n'a pas débattu. Il a littéralement méprisé la classe politique. Ça lui a pas rapporté aux législatives où il n'y a pas eu de campagne. Donc c'est très compliqué. Il y a en face de Macron des gens qui ont fait campagne. Voilà, c'est tout. Enfin, des gens. La NUPS et le FN. Les autres n'ont pas fait campagne. Je précise et je rappelle, mon cher Gamal, que la NUPS, c'est un groupement d'accords de partis entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, les communistes et déjà Roussel qui a tapé sur la NUPS hier soir. Hein. Je précise que Roussel pèse 2%, il pèse rien du tout. Et je précise surtout, il faut se rappeler quand même l'histoire se répète souvent. Le Parti Socialiste que Mélenchon a fait renaître. Il n'a pas fait renaître, il l'utilise comme force d'appoint. Ça rappelle Mitterrand quand il va utiliser le PC et créer le PS pour pouvoir atteindre le pouvoir. Le PS, c'est pas un parti au départ, c'est un agrégat de petits partis. Mitterrand va les accoler et gardera le pouvoir 14 ans. Je pense que ce que fait actuellement, et c'est un enfant de l'école Mitterrand aussi, je rappelle quand même Mélenchon, 37 ans au PS. Je pense que Mélenchon fera de même. Il va tout faire pour agréger autour de lui parce qu'il a une victoire quand même extraordinaire à lui seul. Ces partis qui sont quasiment mourants, ils peuvent pas vivre sans lui. Après, les communistes sont morts il y a très longtemps. J'ai même pas compris qu'ils reviennent aux élections, ça m'a surpris d'ailleurs. Je suis très surpris, mais quoi qu'il en soit, les communistes ne comptent que pour rien, ils comptent 2%, c'est que dalle. Oui, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si effectivement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord
pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, c'est pas la NUPES qui serait la deuxième force d'opposition. Ils vont se mettre d'accord, Christophe. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont morts s'ils le font pas. Ils se savent morts. Ils ont accepté d'avaler les couleuvres comme rarement. Par exemple, Europe Écologie Les Verts a un groupe, ils sont 20. Mais c'est un groupe ridicule, ça pèse rien, ça. 20 face à 80 Le Pen, ils se posent même pas de questions. Le Parti Socialiste à 23, je crois. Oui, rien, il pèse rien. Bon, écoutez, on va voir, on va suivre ça de très près. C'était quoi le Parti Socialiste il y a 10 ans ? C'était plus de près de 300 députés ? Ah bah oui. Donc faut comprendre qu'aujourd'hui, le vent tourne. C'est un peu comme l'UDI ou l'UDF qui était hyper puissant. Il a disparu, c'est normal, c'est le vent de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ces partis ont besoin d'une coalition pour s'en sortir. On est aujourd'hui dans une configuration de coalition, d'une coalition macroniste qui a utilisé pas mal le parti, face à une coalition d'extrême gauche. Ils peuvent pas faire autremment. Donc tout va se jouer cette semaine, Tarek Babi ? C'est sûr. Peut-être pas cette semaine. Pas cette semaine, mais tout va se jouer avant le 25 juin. Nous sommes quoi ? Nous sommes là, on est le 20, on est le 20. Là. Disons que ça sera pas ce mercredi-ci. Dans 2 jours, ça sera probablement dans le mercredi suivant. Dans 10 jours. Quoi. Méziane, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Allô, bonsoir. Bonjour à tous, monsieur Tarek, monsieur Gamel, monsieur Christophe et tout le monde. Alors, je vais faire juste un petit préambule, si vous me permettez. Ouais, je me méfie des préambules. C'est que j'écoute de la radio France Maghreb 2 depuis longtemps. Tu as raison. Et j'ai cru comprendre que vous avez soutenu Macron. Allez, ça y est, les procès d'attention commencent. Maintenant, je vois que vous tournez de votre veste. Alors, attends. J'ai une question à poser à Méziane. Non, Méziane, si vous permettez, Christophe. Oui. Alors, je veux me mettre en vidéo. Et vous allez voir que j'ai pas de veste aujourd'hui. Non, c'est donc c'est des blousons, c'est pareil. Non, il n'y a pas de blouson non plus. Chemise. C'est le pantalon alors. Non, mais donc on retourne pas une veste qu'on n'a pas. Bah, c'est pas grave, mais allez, c'est non, pas mais grave. non, Moi, si, c'est grave. Ça, vous le prenez, je vous le dis à titre amical. Non, on n'a pas retourné. Maintenant, pour revenir aux choses. Méziane, pour être sérieux, on ne retourne pas la veste. On fait des analyses en conscience au moment et on les fait. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas déterminé de quel bord vous êtes. Moi, je vais dire une chose simplement par rapport à ça, parce que j'entends beaucoup on cherche toujours à savoir qu'est-ce que je pense et pour qui je vote. Les choses sont très claires. Quand je dis que Macron, et je le dis dans des médias internationaux quand même, n'est pas un raciste, ça énerve. Ça énerve parce qu'on a l'impression que je le soutiens. Non, je dis qu'il n'est pas raciste parce qu'il a démontré qu'il n'était pas raciste. Quand je dis que Macron a des gens racistes dans son parti, Macron, il est mondialiste. Et ça évidemment, mais ça fait pas de lui un raciste. Quand je dis que Macron a des gens racistes dans son mouvement, il regarde que l'argent, il s'en fout de la couleur. Voilà. De la peau, oui, mais il y a d'autres mondialistes qui regardent aussi la couleur. C'est quand même Macron qui a fait voter la loi séparatisme, Gamal. Macron a des Macron a des gens racistes dans son mouvement. Dans un mouvement politique, il y a des racistes qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. Même ce que je veux dire simplement, c'est pas parce qu'on dit qu'il est pas raciste qu'on est pour Macron. Macron sur la question algérienne, il est parfois bon, parfois mauvais. Mais il est meilleur que les autres. Il fait du en même temps, lui. Il fait à gauche, à droite. Oui, mais le en même temps qu'il a fait, c'est plus. D'ailleurs, il va pas tarder d'aller à Alger, je vous le dis. Justement, le en même temps qu'il a fait, c'est plus que en 60 ans tous les autres politiques. Faut pas l'oublier. Donc moi j'ai envie de dire simplement, c'est que c'est pas parce qu'on est. Moi je suis critique sur Macron sur la question sociale, c'est catastrophique ce qu'il fait. Je suis critique sur Macron sur la question de l'islamophobie parce qu'il a laissé faire. Je suis critique sur Macron sur beaucoup de questions, même sur la question internationale. Il a essayé de louvoyer avec Zelensky, il a eu tort. Mais ça veut pas dire qu'on est pour. Par exemple, je suis critique sur Mélenchon, alors que ce qu'il propose comme programme est un bon programme, sauf que Mélenchon a des postures qui sont quand même très douteuses en matière de représentation électorale. Donc c'est vrai qu'on peut pas être pour ou contre. On fait une analyse à froid. Simplement. Non, mais je comprends, je comprends très bien. Les choses ne sont pas blanches ou noires. Il faut pas être manichéen, parce qu'un homme politique, il peut être de droite et ne pas être raciste, il peut être de gauche et être raciste. Absolument. Alors là, vous voyez, j'ai résumé. Le racisme et l'islamophobie est plus de gauche que de droite. Moi, j'ai une tendance à être vert. Je vais être honnête. J'ai une tendance à être plutôt favorable au vert. Pourquoi ? Parce que j'étais les voir. Je leur ai parlé. Les Palestiniens, ils boivent du coca. Un petit peu. Voilà. Non, mais j'ai tendance à être vert. Pourquoi ? Parce que ou vert wagon. Non, vert écolo. Parce que quand j'étais à un meeting des Verts, j'étais à un meeting de lancement de Bayou, j'ai vu des gens qui n'étaient pas racistes. Mais là, c'était évident. C'est pas leur débat. Écoutez, j'ai vu des gens du Rassemblement National. Bon, c'était une question, c'était. Juste pour finir, c'est important. Ouais. Et donc, quand on voit ça dans les Verts, je dis, mon cœur penche à vert. Et pourtant, quand j'ai vu Jadot débarquer, j'ai été écœuré du personnage. Il représentait malheureusement les Verts. Oui, non, mais c'est très complexe. En fait, moi, pour finir, moi, je crois que la situation avec les élections législatives là, qui sont passées dimanche, je crois qu'on va arriver. C'est une impression. Hein, moi, je suis pas un fanaliste comme vous. Hein. J'ai pour l'impression que ça va devenir vraiment la foire d'empoigne à l'Assemblée. Exactement. Oui, ça c'est clair. Et que il va y avoir une dissolution
ou voir une démission de Macron parce qu'il y aura des champions. Non, jamais de démission. Macron, c'est pas le genre de personnage à démissionner. Hein. Alors, juste pour ceux qui veulent... Merci, Méziane. Non, attendez, Christophe. Juste pour ceux qui veulent découvrir Méziane comme il faut l'écouter pendant le Ramadan, à 6h du matin tous les jours. Il est co-animateur avec Sami Abdessalam. Ah, il se connaît. C'est la famille. Moi, j'entends tout ce qui se dit ici. C'est la famille. Moi, je suis un emmerdeur. Voilà. Et donc, si le co-animateur, un jour, il a posé une question religieuse à Sami, il a bugué, il lui dit, bon, quand on pose une question... Il m'a dit qu'il répondait pas aux personnes, il répondait pas à la question, mais répond à la personne. Alors, j'ai rien compris. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous salue, je vous remercie de votre gentillesse. Je vous en prie. Et puis, permettez-moi de rappeler de temps en temps pour vous casser un peu les pieds. Oui, pas de problème. Vas-y, t'inquiète pas, t'auras du répondant, tu me connais. Salut Méziane. 01 40 33 9000. C'est vrai que j'aurais tout entendu, la radio macroniste. J'ai aussi la radio mélanchoniste. J'ai entendu radio algérianiste. Radio cycliste aussi. On est pour les cyclistes. Anti-marocaine. Et puis, c'était anti-algérienne sous Bouteflika. Alors, ouais, je me rappelle ça. Alors, franchement. On pro-Boutef. On a même eu du pro-Boutef. Oui, on ne prête qu'aux riches, quoi. Ouais, non, mais arrêtez ce genre de procès d'attention, quoi. Je veux dire. Ça devient fatigant, sincèrement. Mais Christophe, non, c'est intéressant parce que tu viens de mettre le doigt sur un truc intéressant. Pendant le Hirak, la radio France Maghreb a accompagné à mort le Hirak et on avait des liaisons permanentes et des journalistes sur place. D'accord. On ne peut pas dire qu'on a accompagné, on peut dire qu'on a donné l'info sur ce qui se passe. On l'a accompagné aussi parce que les positions étaient claires. On était pro Hirak. Moi, je pense qu'on n'a pas menti là-dessus. Une fois que le Hirak obtient ce qu'il cherche, à savoir pas de 5e mandat, on commence à réfléchir. Alors que des gens sont des jusqu'au-boutistes. La radio n'est pas là pour être jusqu'au-boutiste. Elle est là pour couvrir les événements. Certains sont favorables ou pas, c'est pas le problème, mais c'est ça qu'on doit retenir. C'est qu'on a couvert un événement objectivement. C'est ça le plus important. Oui, et puis surtout, on nous a surtout reproché d'avoir soutenu une échéance qui était la présidentielle en Algérie. Je pense que c'est très clair. Dans tous les pays, y compris en France, quand il y a une échéance, on soutient parce que c'est la démocratie. Après, que des gens ne veulent pas l'entendre ainsi, c'est leur problème. Mais voilà, il se trouve que le peuple algérien a décidé de choisir d'élire son président, avec certes une minorité. Il a choisi, tant pis pour la majorité. Et avant-hier, on a même donné l'information sur une manif à Paris contre le président Kais Saïd, alors qu'on nous a reproché d'être plutôt Kais Saïd, parce que quand on a reçu quelqu'un qui était contre lui et qu'on a répondu, on nous a répondu, vous êtes en train de le défendre. Donc nous, en tant que médias, on est là pour donner l'info et l'analyse, et après chacun est libre de faire ça. On a même reçu des hirakistes et on n'a rien dit là-dessus. Oui, j'en ai reçu une belle hirakiste d'ailleurs. Merci d'être avec nous en direct, 01 40 33 9000. Alors c'est qui là? Allô, bonjour. Allô? Oui, ton prénom? C'est à moi? Oui, c'est à vous. Oui. Narou, vous nous appelez d'où, Narou? Créteil. De Créteil. Alors qu'est-ce qui se passe, Narou? Ce nouveau visage de l'Assemblée nationale, que vous inspire-t-il? Oh là là, ce serait trop long à débriefer, analyser, mais vous l'avez fait relativement bien, suffisamment. Donc c'est pas pour ça que que j'appelle, sinon ce serait trop long et faire des redites. Non, c'est pour le propos qui a été dit un peu au départ, à savoir que la France n'était pas raciste. Oui. Là, je conteste, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je me suis très longtemps posé la question en disant oui, la France est raciste, n'est pas ou alors les Français sont racistes. C'est oui et non pour les deux. La France est raciste, n'est pas raciste. Les Français sont racistes et pas racistes. Bon, pour être clair et relativement court, du point de vue des institutions, bon, passons sur l'histoire, c'est intéressant, mais les institutions françaises, le droit français, la Constitution et diverses lois, etc., ne sont pas racistes. Ah bon? Certes. Oui, parce que, pas de religion, je veux dire, comment toutes les religions sont admises, etc., etc. Il y a des lois qui... principalement, Déclaration des droits de l'homme, 48, Déclaration universelle, Convention européenne des droits de l'homme, sauvegarde, etc., etc. La France souscrit à tout ça, comme les grands pays. Donc, de ce point de vue, strictement, sans aller dans la finesse, dans une analyse extrêmement fine, etc. C'est difficile, laissons tomber ça. Va à l'essentiel, Narou, vas-y. Mais voilà. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ce n'est pas raciste, parce qu'il y a des institutions, il y a des lois qui protègent les individus. Mais
quant à son application, moi j'ai pensé cela avant que, comment est-ce qu'il s'appelle, Monsieur Badinter, il y a 3-4 ans, 2-3 ans, a fini par dire, professeur de droit, etc., bon, que j'ai connu en son temps, a consenti à dire la France n'est pas le pays de la déclaration de l'homme, mais c'est un pays de la déclaration des droits de l'homme. Bien sûr, mais c'est normal. Maintenant, donc ça mérite réflexion. Quant aux Français, ils suivent. Alors, tous les Français ne sont pas racistes, mais enfin, sans parler du Front National, et ils suivent énormément les Français, la propagande politico-médiatique et des personnalités, des intellectuels et tout ça sont racistes pour pas mal, et d'autres, bien entendu, ne le seront pas. C'est assez compliqué. Mais si c'était non raciste, il n'y a qu'à faire la comparaison avec ce qui se passe en Angleterre et dans un certain nombre de pays. Bon. Donc si on regarde bien tout ça, tous les auditeurs sont partis sur RTL, même si on doit un petit peu tempérer peut-être les choses. Merci. Non, mais il faut quand même répondre à ça. Quand on dit la France est raciste, d'abord c'est généraliste, donc il faut jamais généraliser, c'est ridicule. Il y a les décideurs, certains décideurs, pas tous, mais très souvent malheureusement, des recruteurs, des policiers. Il existe des racistes partout. Parfois, c'est très compliqué. Par exemple, les commissions d'attribution des HLM ont eu une politique racialisante, donc raciste, en concentrant des populations toujours à la périphérie et en excluant ces populations, par exemple, des villes au cœur des centres-villes. Maintenant, quand on dit les lois, évidemment, les lois protègent les individus et les lois ne peuvent pas être racistes, même s'il y a des moments de l'histoire où elles ont été racistes. Les lois des années 40, par exemple, d'exclusion des Juifs et de la déchéance de nationalité étaient racistes. On a failli avoir le même type de loi récemment sous Hollande. On a failli avoir des lois d'exclusion. Il y en a quelques-unes, comme la loi séparatiste, qui est une loi raciste. Maintenant, globalement, le pays a un socle de droit, un socle de loi qui protège les individus, quelle que soit leur religion ou leur origine. Mais, pour ce qui concerne l'exercice de la vie en France, donc au quotidien, obtention de logement, travail, école, tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez rentrer dans une grande école et que vous appelez Mohamed, eh bien, c'est pas que c'est difficile, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a deux formes de racisme en France. Il y a un racisme qui est ethnique, qui existe, qui est la conséquence de guerre d'Algérie et tout le reste. Et il y a un racisme social qui, combiné au racisme ethnique, vous exclut 2 fois plus. J'en veux pour preuve un homme comme, par exemple, un humoriste français très connu, le plus connu et le plus aimé des Français, Jamel Debbouze, n'a pas pu acheter un appartement au cœur de Paris, donc dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, pour des raisons racistes. Voilà ce qui s'est passé. Et bien, les gens en même temps, c'est dans ce pays où aujourd'hui tu as une députée d'origine camerounaise. C'est pour ça que je contrebalance. Dans la bourgeoisie, par exemple, je vais juste rester sur le racisme social. Dans la bourgeoisie, très souvent, il y a des racistes et les bourgeois ont la décision. Par contre, le petit peuple français, si vous allez dans les campagnes et qu'ils ne connaissent pas les Arabes et qu'ils sont intoxiqués par le racisme, quand vous les côtoyez, bizarrement, ça tombe immédiatement le racisme, il disparaît. Donc il faut pas dire. C'est pas faux. C'est vrai. Donc faut pas dire le peuple est raciste, c'est faux. Moi, j'étais en campagne, j'ai vu comment ça se passait. On est super bien accueillis. Il faut se dire qu'on éduque la population à être raciste, mais qu'il suffit de très peu de choses pour que la population ne soit plus raciste du tout. Moi, j'ai envie de résumer tous ces débats. Quand on dit que la France est raciste ou qu'est-elle pays raciste, pour que le pays soit raciste, il faut que ses institutions, ses lois et sa constitution le soient comme du temps de l'apartheid, ou comme en Israël aujourd'hui pour les Palestiniens. Mais à partir du moment où les lois ne sont pas racistes, les institutions ne sont pas racistes, le pays ne peut pas être raciste. Après, il y a des batailles politiques et des batailles d'idéologie à mener pour que les textes correspondent à la réalité. C'est tout. Donc la France, à ce titre, ne peut pas être considérée comme exemple historique important, parce qu'on l'oublie. Un des pays les plus racistes au monde avant l'Allemagne nazie, c'était les États-Unis, qui sont restés racistes après l'Allemagne nazie. Au moins jusqu'à 62, on va y arriver. Sur la question raciale des bus. Voilà. Donc, un des pays dans lesquels les lois interdisaient aux Noirs d'exister humainement. Oui, mais c'est dans ce pays qu'il y a eu un président noir. Oui, mais il a fallu des violences extraordinaires pour que ça arrive. Je rappelle que les nazis ont été... Et il fallait que ce président soit Bonti. Oui, mais non, mais au-delà du bontisme. C'est surtout un produit de parti, mais je veux dire au-delà de ça. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis ont évolué de façon extraordinaire, que c'était les plus arriérés en matière de racisme. Que l'Allemagne nazie était raciste de 33 à 45, et ça s'est arrêté. Et que même pendant le nazisme, eh bien, les Juifs n'étaient pas détestés
par la population allemande. Ça ne marchait pas. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens détester automatiquement une personne sans raison. Donc aux États-Unis, le pays qui est resté le plus raciste le plus longtemps dans le bloc occidental et l'Afrique du Sud, les deux pays où les lois étaient racistes sont des pays effectivement qui se sont réformés. Donc ça n'existe plus un pays raciste aujourd'hui. Bon, vos appels au 01 40 33 9000 les amis pour nous parler un petit peu de ce nouveau visage de l'Assemblée nationale, de ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent, comme beaucoup, on peut l'entendre depuis hier sur les plateaux de télé, que c'est pas la peine de ranger trop loin dans les portefeuilles la carte d'électeur, elle risque de resservir très rapidement? Pas faux. Tarek, vous y croyez pas, vous? Non. Ouais. Non, moi je ne crois pas parce que pour la simple raison, c'est que le président Macron va faire de manière à trouver une majorité de briques et de brocs loi par loi, et à la limite, il va laisser les députés qui ont le droit donc de faire des propositions de loi s'opposer entre eux et donc rétoquer les propositions du Front National, faire rétoquer les propositions de la NUPES et négocier du coup par coup, et qu'il n'a aucun intérêt à dissoudre parce que s'il dissout l'Assemblée, cette fois c'est lui-même qui s'autodissout. C'est pas faux. Bah, l'histoire de Chirac, on dit quelque chose. Chirac, il a dissous alors qu'il était le plus fort. Ouais, mais c'était un bon quinquennat pour Jospin. Hein. Oui, pas pour Chirac. Bah non, mais pour Jospin, oui. Mais par contre, Chirac est resté planqué derrière Jospin. Ça, c'était magnifique. Et Chirac est ressorti comme étant le meilleur président que la République a obtenu en 5e, alors que Jospin est ressorti comme un rigolo. Le pire, alors qu'il a fait un bon programme économique. Donc c'est ça qui. Bon, il bénéficie aussi d'une relance économique. Alors j'aimerais aussi qu'on parle dans un instant, si vous voulez bien. On accueillera Nordine qui nous appelle de Tremblay en France. Et on va parler du prix du gasoil parce que j'ai commencé à regarder les prix dans les différents pays. La France est un des pays les plus chers d'Europe en matière de fuel. On est à plus de 2,20€ aujourd'hui le litre. À qui la faute? Alors on sait que tous les deux vous ne conduisez pas, vous n'avez pas de voiture. Moi je conduis pas. Donc vous n'êtes pas concernés. Moi je conduis pas. Ouais, mais je t'ai jamais vu en voiture, toi. Tu m'as jamais vu parce que tu sors pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça devient un réel problème. On annonce, les spécialistes, les économistes annoncent un prix du gasoil qui pourra atteindre les 3€ cet été. Oui, c'est probable. Pour les départs en vacances, bonjour. On en reparle. Pourquoi la France a le prix le plus important d'Europe de prix du carburant? C'est un fait. Voilà, vous prenez juste l'Espagne, Andorre, l'Allemagne, même l'Allemagne c'est moins cher, la Belgique c'est moins cher, la France on est à plus de 2,20€. On a cette spécificité. Est-ce qu'on peut dire merci Macron? Je ne sais pas, on en reparle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. Et je crois que Monsieur Mamie qui fait sa commande a un petit papier à nous livrer dans un instant, l'analyse de cette soirée électorale. Il a regardé quoi, Tarek Mami, hier? Je sais ce qu'il a regardé. Il a regardé France 2. Non, j'ai pas regardé France 2, j'ai regardé le service public. Oui, vous avez regardé France 2, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que moi, je me refuse de me faire insulter sur CNews et sur BFM pendant 4 heures pour attendre des analyses avec lesquelles je partage rien. Bah, c'est le service public que M. Zemmour est né, hein. Pardon, M. Mamie. Non, c'est pas ça. Non, France 2, il était chroniqueur maîtrisé. Oui, Gamal, il a présenté le journal de France 2 pendant des années. En hologramme. Zemmour et Nolo ont été il faisait le samedi soir à 1h du matin. Il était encore modéré sur le service public et surtout, il n'était pas excité comme après. Après, il s'est lâché. En tout cas, moi, je ne peux pas regarder ce genre de soirée. Je les regarde sur France 2 et je zappe de temps en temps sur TF1 pour faire simple, pour raconter ma vie politique en tant que téléspectateur. Jamais. Vous savez, c'est comme Arte. Tout le monde dit on adore Arte, mais personne ne la regarde. Moi, je regarde. Alors, j'adore. Alors là, non, mais Christophe, je m'appelle Tarek Mami et je vous laisse pas dire ce genre de choses. Moi, je regarde Arte. Et c'est pas pour moi revendiquer, mais je la regarde. Et pour les soirées électorales, quelle que soit l'élection, je regarde à titre principal le service public France 2 et je zappe pour regarder ce que fait TF1. Et je ne regarde jamais BFM. Par contre, tous mes amis que je remercie m'envoient dans nos groupes ou dans les échanges personnels. BFM vient d'annoncer un tel, même la vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris que Mme Garrido a dégagé Lagarde et que j'ai reçu la vidéo que je mets dans notre groupe. Mais je ne regarde pas ce qui se passe. Moi, quand je dis que je ne boycotte Coca-Cola, je ne la bois pas. Et quand je dis je vais pas à McDonald's, je la vois pas. Et quand je dis j'adore ce pays maintenant qu'il appelle Oman, j'en parle. Je veux dire, j'ai rien à perdre. À tout de suite. Ça sert à rien de faire le double discours et le double truc. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne réussirai pas en politique. Stop. C'est pour ça que je ne réussirai pas en politique. On peut pas le faire taire. À tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Tarek Mami, avec Gamal Abina pour ce lundi, histoire de décrypter un petit peu ce qui s'est passé hier soir. On en parlait donc évidemment des échéances à venir, ça va être très agité. On va avoir de quoi commenter, hein, je peux vous le dire là, dans les quelques jours à venir, il y aura de quoi dire. Demoiselle, vous savez filmer vous ou pas? Non, c'est pas. Nordine est avec nous, salut Nordine. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Nordine, tu nous appelles de Tremblay en France, 93. C'est ça. Alors vas-y, on t'écoute Nordine. Non, moi c'était juste pour vous dire, écoutez, moi je suis un petit peu content. Alors c'est par rapport aux députés quoi qu'on a eu, parce que je veux dire à longueur d'année, hein, on nous dit ouais, on n'est pas représenté, on nous laissera jamais passer de l'autre côté de la barrière. La preuve que non. Il y a une de vos chroniqueuses, je crois que c'est Sabrina, c'est ça? Sabrina Sebaï, absolument. Voilà, qui est députée. Moi, on peut que se réjouir quand même. C'est surtout, en fait, et puis il y a une autre aussi, députée, qui est aussi, je crois que c'est Farid, celle qui était en concurrence avec Valls, là, qui a remporté. Oui, Farida Brani, effectivement, est députée, vous avez raison. Voilà, en fait, c'est pour faire comprendre aux gens qui vous disent, ouais, ça sert à rien de voter, votez pas. Non, la preuve que non, regardez. On commence, c'est déjà un bon début. Alors, je parle pas des gens qui ont tapé à longueur d'année sur la France insoumise, vous allez voir, ils vont vous utiliser, ils se servent de vous, après ils vont vous la faire à l'envers. La preuve que non. Donc ça, j'espère que ça fera peut-être réfléchir les gens qui nous écoutent et dire que quand même, non, il y a un espoir. Député, c'est quand même... après, c'est pas suffisant, hein, c'est pas... Mais voilà, je veux dire, maintenant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais dire. Merci, écoutez, c'est dit. Merci beaucoup, chère Nordine, depuis Tremblay en France. Je crois que votre députée s'appelle Madame Autain, c'est ça? C'est ça. Madame Clémentine Autain. Il paraît qu'elle a eu 100%. Elle a eu combien? 100%. J'ai pas compris pourquoi. 100% de quoi? Des votes, c'est ce qu'elle a écrit. Ah bon? Elle a dit, enfin, le résultat vient de tomber. Je viens de réaliser 100%. Ah oui. C'est sur Twitter. D'accord. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens de quartier qui ne votent pas, malheureusement. Voilà. Oui, vous avez raison. Alors, justement, disons-moi, avant d'écouter le papier de Tarek Mami, Gamal, 54% d'abstention, 70% des jeunes ne se sont pas déplacés. Est-ce que là, il n'y a pas un réel problème? Oui, je suis sur le micro. Oui, mais si tu changes de micro tous les 5 minutes... On m'a fait changer de micro pour des raisons techniques. Ouais. Donc non, le problème principal qui se pose, c'est qu'on dit beaucoup de bêtises. On dit que les gens ne croient plus en la politique. C'est pas qu'ils ne croient plus en la politique, ils croient plus en la classe politique qui les a baladés. Oui, donc la politique, on en fait tous les jours, on en parle tous les jours, on la subit tous les jours, mais l'espoir a fondu comme neige au soleil. Donc la vraie problématique, c'est comment avoir une classe politique de qualité qui tienne ses promesses et dans lesquelles il faudrait faire une loi pour, lorsque quelqu'un ne tient pas sa promesse, qu'il soit sanctionné. Et moi, je pense, il y avait une histoire de RIC à l'époque avec les Gilets jaunes, je pense qu'on doit avoir la possibilité de révoquer les hommes politiques qui ne respectent pas leurs engagements sur 1 an. C'est le minimum syndical. Donc c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que le peuple pense qu'il n'est pas représenté et je comprends qu'il ait ce sentiment-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande qui nous représente. Donc tu comprends les gens qui ne veulent pas se déplacer. Tout à fait, je comprends. Quelle est l'offre politique? Quel est l'espoir donné à cette population? Qu'est-ce qu'on leur propose à avoir des chamailleries ridicules et la politique politicienne? Les gens, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des problèmes pour le logement. Ils ont des problèmes pour se nourrir. Ils ont des problèmes pour trouver un emploi. Ouais. Si un homme politique vient et dit je mets sur la table la problématique et je crée de l'emploi, je vous promets que je vais tenir ma promesse sur 1, 2, 3 ans, on s'en fout, mais qu'il fasse de véritables changements structurels, à ce moment-là, ça peut changer. Le problème aujourd'hui, c'est que celui qui dirige la politique en France s'appelle le monde de l'économie. C'est lui qui fait la loi. On parlait des chaînes privées tout à l'heure, c'est ces hommes d'affaires qui décident de la pluie et du beau temps. Et la population le comprend très bien. Donc, bonnet blanc, bonnet, c'est pareil pour eux. Tarek Mami, quel genre de Premier ministre il faut pour la France? Donc, on a bien compris que vous étiez tous les deux favorables à ce que Mme Borne arrête. Moi, je suis dans l'absolu. Quel genre de Premier ministre il faut pour moi, la cohabitation. Et voilà, j'ai pas le oui, retour. Changer tout. Voilà. Ouais. Pour moi, la cohabitation est le meilleur des systèmes. Oui, mais là, c'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre ne peut être qu'issu de quelqu'un qui roule pour le président de la République. Donc, soit un LR. Un peu LR, voilà. Voilà, soit un LR, soit un ensemble. Ça a été le cas d'ailleurs durant tout le quinquennat. Le premier quinquennat, c'était Castex et Édouard Philippe. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il ne va pas rappeler Édouard Philippe pour qu'il serve de lien avec le LR? Il n'a aucun intérêt à accepter. Je ne sais pas s'il a aucun intérêt à accepter. Mais moi, je pense qu'il y a un truc important. Tu poses une question, Christophe. Juste sur la politique, s'il vous plaît. Si j'ai bien retenu quelque chose, Christophe, je crois qu'il y a un député qui repart pour le 7e mandat et qui a été élu hier pour le 7e mandat.
Ouais, ça devient une carrière politique. Ça. Oui. Et là, il faudrait peut-être pas arrêter ce genre de système. Il faudrait arrêter à 2 mandats comme le président de la République. Même pas, mais c'est encore pire que ça. Je trouve pas normal qu'il y ait autant de mandats, de cumul de mandats, Il n'y a plus de cumul de mandats. Mais c'est pas sûr, hein, parce que y a plus député maire, c'est toujours non, c'est terminé. Ils ont arrêté. Ah non, il y a plus de tu cumul. choisis après. Ouais, il y a un arbitrage à faire. Tu peux être maire et candidater à la députation, mais après, il faut que tu fasses ton choix. Oui, c'est vrai, j'ai oublié avec Valls à l'époque. Avec Sarkozy. Oui, Sarkozy. Mais par contre, je suis pour qu'on fasse 2 mandats, en tout cas 2 mandats de députés ou 2 mandats de sénateurs. Moi, je dis un truc simple. Je pense qu'il faut en finir avec ce qu'on appelle pas, on n'appelle pas ça les hommes politiques, mais des politiciens. Ouais. On ne peut pas faire un métier d'une fonction. Tout à fait. Ces gens sont des fonctionnaires d'État, des hauts fonctionnaires qui ont un mandat à courir, ils doivent tenir leurs engagements, ils ne les tiennent pas. Et aujourd'hui, je pense que là où je vais dire un truc, je mets un pavé dans la mare, alors on supposait que j'étais plus ou moins macroniste, je crois. J'aimerais que... Toi, c'est la radio, t'es pas la radio, mon vieux. Oui, on est tous à la radio. Ils disent vous êtes, donc vous, c'est global. J'ai envie de dire une chose, c'est que moi, j'aime pas du tout le personnage de Mélenchon. Clairement, je l'aime pas. Mais par contre, les propositions qu'il a faites, s'il les tenait, évidemment, il faut tenir. Blocage des prix, ça c'est courageux, j'ai aimé ça. Le fait de revoir complètement la politique sociale, j'ai aimé ça. Il peut pas, mais c'est marrant, parce que c'est marrant d'entendre ça, qu'il n'y a aucun analyste capable de pouvoir dire que Mélenchon, ce qu'il propose, c'est inapplicable aujourd'hui. C'est un mensonge. Non, le blocage... il faut aller chercher à l'Europe, messieurs. Non, c'est faux. Ça, dites la vérité aux gens. Non, mais je te le dis. Non, pas bloquer les prix. C'est faux. Il peut aller négocier à l'Europe. Non, c'est faux. Non, Christophe. L'Europe, on négocie... TVA, il peut pas. Voilà, merci. L'Europe, on la négocie pour la TVA, pour les fiscalisations, pour l'afflux d'argent. Le blocage des prix, c'est pas l'Europe. C'est le chef d'État, le Premier ministre et les entreprises. Ça, c'est une négociation qui peut se faire. Et ça existait à l'époque sous De Gaulle. Qu'est-ce qu'on a fait pour tout ce que la Pologne n'applique pas comme loi et tout ce que ça n'est passé absolument. Orban, il n'applique aucune loi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Est-ce que finalement, au travers de ce qui se passe en Ukraine, juste un petit aparté, est-ce que l'Europe ne va pas se déconstruire là? Non, pas du tout. Ce qu'ils vont, c'est marrant parce que cette histoire ukrainienne, un peu comme à l'histoire de l'URSS. Non, l'histoire de l'Ukraine, l'Europe est un agrégat d'États qui est soudé par. Roule pour soi maintenant. Non, pas du tout. L'Europe est un agrégat d'États qui est soudé par l'argent. L'Europe n'est pas un concept politique, c'est un concept économique. Ça a commencé par l'affaire des charbons, ça s'est développé sur les questions économiques. Preuve en est, l'Angleterre se barre de l'Europe parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le système économique européen. Je te donne un exemple. Le gazoduc là, qui alimente l'Allemagne. Il va être remis en place. Attends. Les Russes ont réduit très fortement de plus de 60%. Qu'a fait l'Allemagne? Ils ont coupé à la France. Une contre-sanction. Les Allemands ont besoin d'énergie. Bah oui, donc chacun pour sa gueule. Non, c'est une contre-sanction. Les Allemands ne veulent pas sanctionner les Russes. Les Allemands sont coincés parce que c'est la politique américaine qui est appliquée là-bas. Mais ils font des contre-sanctions, les Russes, et le font très bien. Maintenant, il faut être très clair. Le chacun pour soi, on l'a vu pendant le Covid, avec l'histoire des masques. On s'en souvient. Bah oui, voilà, bel exemple. Oui, mais c'est pas des humanistes, les Européens. Ouais. Ce sont des hommes d'affaires. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre. Quand on dit l'Europe décide de tout, c'est un mensonge. L'Europe décide uniquement de la fiscalité et de certaines lois. L'Europe à 28, ça tient pas. L'Europe va tenir, juste pour finir, l'Europe tiendra en dépit de l'Ukraine. L'Ukraine sera sacrifiée sur l'autel du réalisme européen, c'est tout. Ouais, bon. On y va où, Tarek Mami? Un texte. Hein? Un texte. Attendez. J'aimerais juste comprendre, parce qu'on dit tout aux auditeurs. Vous vouliez faire votre texte à 17h30. Pourquoi? Qui vous écoute, Tarek Mami? Dites-nous tout, je veux tout savoir. Il nous fait du bourdin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute en particulier? Dites-le moi. Les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir, monsieur Mami. Et ils ont bien raison. Et Jacques Bourdin a été viré parce que il voulait que les Français veulent savoir. Et il est content d'avoir retrouvé sa liberté. Il a pris un coup de Bourdin. Attends. Donc, dans combien de minutes on a la pub? On y va, sinon. Non. Dans combien de minutes on a la pub? Attends, il fait l'émission maintenant. Christophe, dans combien de minutes on a la pub? Dans 5 minutes. Eh ben, donc je ferai mon papier après la pub. Pourquoi il dure plus de 5 minutes, votre papier? Donc, quand je sais, c'est pas parce que quelqu'un écoute, c'est que je connais la programmation de la radio. Donc 5 minutes de papier, Tarek Mami. Un peu plus. Vous voulez faire fuir les gens sur Europe 1? Oui. Après RTL, c'est Europe 1 maintenant. Tout à fait. Bon, très bien. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Allô? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Anis, comment ça va? Comment allez-vous? Fort bien, et vous, mon cher Anis? Vous avez l'air en pleine forme. Bon, très bien. Merci beaucoup Christophe de m'accueillir aussi chaleureusement, et bonsoir à votre équipe également. Mais écoutez, moi je vous écoutais tout à l'heure en voiture, je me suis arrêté. Je trouve que vos analyses sont très intéressantes, mais je comprends pas pourquoi monsieur Abina s'arrête toujours là où il faut. C'est-à-dire que là où l'analyse devrait devenir intéressante et lisible, et puis lui, non, il s'arrête. C'est-à-dire que dès que ça touche effectivement l'Union européenne, c'est jamais de sa faute.
elle a absolument rien à voir dans les GOPÉ, dans les orientations de politique économique concernant les membres de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, il y a toujours des limites qu'il s'impose dans son analyse. Et lorsqu'il dit que l'Ukraine est sacrifiée dans l'intérêt des Européens, je dirais qu'il a vraiment une lecture d'écolier concernant la géopolitique. Lecture d'écolier, j'aime bien. J'aime beaucoup, Alice. Franchement, vous êtes très fort. Je veux dire que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui est sacrifiée, qui s'est mise à la disposition du diktat atlantiste, et c'est l'Europe qui est sacrifiée par les Américains afin de l'empêcher de se rapprocher coûte que coûte de la Russie, parce que son trait terminé de l'empire américain. Donc, je veux dire, soit il le fait exprès, soit il n'a rien compris. Mais dans les deux cas, il y a quand même un problème. Alors, monsieur Abina, lecture d'écolier. Alors, la lecture d'écolier, c'est 30 ans juste de géopolitique, mais on va pas revenir là-dessus, c'est pas important. Écoutez, 30 ans, mais c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus, je vais juste répondre aux questions. D'abord, l'Europe s'est étendue avec l'OTAN et avec l'Europe économique européenne, d'accord, jusqu'aux frontières de la Russie. Avec ou sans l'Amérique. Ça, c'est un autre débat, on peut en discuter, parce que l'Amérique n'a pas accueilli avec le sourire l'arrivée de l'euro. Mais ça, évidemment, vous allez dire que c'est pas... Maintenant, je finis. Non, laisse-le finir, je finis. Laisse finir. Ensuite, en termes de lecture des colliers, j'ai dit, et je répète, mais si vous avez du mal à comprendre les termes exacts, vous êtes encore sur le premier, malheureusement, sur le premier curseur. Je vous donne le second curseur. Vous parlez de ce qui se passe actuellement avec l'Amérique qui pousse à la faute l'Europe par rapport à la Russie. Là, on est d'accord. C'est facile à lire. Ça, c'est une lecture des colliers pour le coup. Tout le monde l'a vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est le second curseur. Les Français, les Anglais, les Allemands et les Roumains, c'est pas pourquoi les Roumains sont dedans, vont voir Zelensky à son chevet pour lui faire croire qu'il va rentrer en Europe. Ils lui mentent. Pourquoi ? Parce que pour rentrer en Europe, il y a des critères de convergence obligatoires, que ce soit la corruption, que ce soit le niveau de vie, les salaires, tout ça, il ne répond pas à ces critères. Donc ils font croire qu'il va peut-être rentrer dans 10 ans. Qui est le dindon de la farce ? Il va perdre 20% de son territoire parce que les Russes ont gagné la guerre. Qui est le dindon de la farce ? Je ne dis pas que l'Amérique ne joue pas sa partition. Elle la joue à merveille et elle a voulu sacrifier pendant 3 guerres, pas aujourd'hui. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Amérique qui poussait à la guerre. Donc ça, c'est une lecture non pas d'écolier, mais de quelqu'un qui a fait de la géopolitique et qui a une profondeur historique que manifestement vous ne maîtrisez pas. Et vous me dites maintenant, juste simplement, parce que vous avez un problème avec l'Europe, et je peux l'entendre, il n'y a pas de problème. L'Europe est très loin d'être parfaite, loin s'en faut. Vous me dites maintenant que l'Europe est responsable de tout. Alors quand vous dites que l'Europe gère la politique française, si vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 minutes. Vous arrêtez systématiquement. Je n'arrête pas, je pousse plus loin que vous. J'ai l'impression que vous avez peur de déplaire à je ne sais Non, je n'ai peur de personne. Les Français veulent savoir, Gamal Abina. Je n'ai peur de personne. J'ai attaqué systématiquement la télévision, tous les hommes politiques sur ces questions-là. Donc j'ai peur de personne. Je suis indépendant. Ça fait une grosse différence. Il faut me voir dans mes débats à la télévision. Ce soir, je vais parler de la Chine et de la Russie qui se rapprochent. C'est pas où ça sur RL 24 News. Donc j'ai l'habitude de ne jamais cacher mes idées. Par contre, je suis réaliste. Les rapports de force, je les comprends, les connais, les analyse. Que l'Amérique pousse à la guerre, c'est pas une surprise, c'est simple à comprendre. Que les Européens, qui ont peur parce qu'ils sont toujours sur le parapluie américain, ont tendance à plus écouter l'Amérique, c'est aussi simple à comprendre. Par contre, que vous me disiez, pour finir, que l'Europe est responsable de tout, et donc réduit le rôle de la France. J'ai pas dit qu'elle était responsable de en tout. substance, la politique européenne. Vous appelez pour que vous reveniez à une analyse qui soit raisonnable. Non, je reviens pas à une raisonnable. Vous êtes un jusque-boutiste qui a une lecture très parcellaire. Merci, monsieur. Ah, c'est dommage. Mais c'est Christophe, je t'invite à un truc. Il faudrait inviter Anis à la radio. Il faudrait l'inviter un jour juste pour qu'il abatte ses cartes avec des éléments. Anis, tu viens à la radio. Parce que là, ce serait intéressant. À tout de suite. Bon, merci d'être avec nous en direct pour ce grand forum avec Tarek Pami et avec monsieur Abina. Donc, moi, j'aimerais juste ajouter une chose qui a été dit. Les gens ont tendance à toujours réduire avec du simplisme. C'est vrai que le format est trop court pour qu'on explique les choses compliquées. Mais quand on dit pour, contre, bon, pas bon, c'est trop facile, trop simpliste et réducteur. Donc aujourd'hui, il faut voir, par exemple, si je dis que Macron gère bien la politique vis-à-vis de Poutine, ça énerve tout le monde aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est celui qui est le moins vociférant parce qu'il l'a déjà anticipé l'après-guerre. Et ça, c'est les choses qu'il faut entendre. Ouais, je sais pas si depuis qu'il a été voir Zelensky avec les mots qu'il a employés. C'est du blabla. Ils se sont moqués Les Européens se sont moqués de Zelensky. Il a parlé de barbarie, de crimes de guerre. Ça, c'est du blabla. Les Européens se sont moqués de Zelensky. Ils l'ont poussé à la faute, il est tombé dedans et ils l'ont laissé crever, c'est tout. Monsieur Mami. Bonjour. Bonjour, vous êtes là, vous êtes prêts ? Toujours. Oui. Donc c'est parti pour votre papier. Tout à fait. Bon, eh bien, on va vous écouter. Tout de suite maintenant sur France Maghreb 2, Tarek Pami qui va nous faire son analyse sur la soirée électorale d'hier soir et sur ce que... Autun serait passé apparemment. Quoi Autun ?
Clémentine Autain. On sait qu'elle est passée à 100% même. À 100%. Oui, voilà. Oui, parce que l'autre s'est désisté. Alors, Tarek Mami, c'est à vous. Les leçons des élections législatives françaises, 3 victoires, dont 2 à la Pérus et une défaite. La longue séquence électorale française vient de se terminer et peut-être de façon provisoire au vu des séismes qui vient de secouer non seulement la classe politique française, mais surtout le pays qui se trouve nu face à son miroir réel, un pays au miroir brisé en fragments mosaïques. Après les victoires en demi-teinte et réelles, il est donc temps de tirer les leçons de cette longue séquence. La victoire et la réélection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, une première depuis la réélection de Jacques Chirac en mai 2002, il y a 20 ans, a fait illusion alors qu'il s'agit d'un arbre qui a caché pendant à peine 2 mois la forêt du pays réel. Les élections législatives ont abattu l'arbre et mis à découvert la forêt. 3 blocs politiques émergent pour peupler cette nouvelle Assemblée nationale qui sera éclatée avec des présupposés idéologiques antagonistes et politiquement ingouvernables. À ce titre, il est heureux de voir l'Assemblée du peuple refléter pour une fois la réalité politique du pays, camouflée sous le manteau d'un régime politique taillé en 1958 sur mesure pour un homme, le général de Gaulle, avec un président fort, un parlement croupion, des partis politiques de plus en plus éloignés de l'opinion publique qui courent derrière leurs intérêts particuliers, même s'ils contredisent l'intérêt général, et un mode de scrutin surtout majoritaire à 2 tours, fait pour éliminer les opinions dissidentes et les contestataires de l'ordre établi. Les présidents et majorités suivantes n'ont pas vu ou voulu voir les évolutions de la société française et la perception populaire qui voit le pays être accaparé par une caste qui, dite de gauche ou de droite, pratique toujours la même politique intérieure et la même politique étrangère. 3 événements majeurs ont, à mon sens, précipité ce mouvement de rejet et donc d'abstention lors des dernières élections. En premier lieu, le raccourcissement par le duo Chirac-Jospin du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. En second lieu, l'inversion du calendrier électoral par le même Jospin, un homme à l'ego surdimensionné, emporté par sa propre forfaiture, lui qui croyait pouvoir être élu président de la République, puis donner une majorité parlementaire à son parti socialiste. En troisième lieu, les 2 décisions désastreuses pour les pays de Nicolas Sarkozy. D'une part, la ratification du traité de Lisbonne par le Parlement et d'autre part, la réintégration de la France dans le commandement unifié de l'OTAN, duquel le général de Gaulle s'est retiré et qui fait depuis cette réintégration de la France un simple vassal de l'OTAN, en réalité un simple vassal de l'armée américaine. Ce faisant, Sarkozy a retiré à la France sa souveraineté nationale, chèrement acquise par le retrait de Gaulle de ce commandement de l'OTAN et par le refus de Jacques Chirac pour participer à l'invasion de l'Irak sous des faux prétextes et sous la houlette de l'armée américaine. Le piège politique a fini par se refermer sur ses bénéficiaires. Et pour revenir donc à nos 3 blocs politiques qui vont donc former la nouvelle Assemblée nationale, chacun de ces 3 blocs revendique la victoire. Tout d'abord, le mouvement Ensemble, le nouveau mouvement du président Emmanuel Macron, revendique la victoire au motif qu'il obtient le plus grand nombre de sièges de cette nouvelle Assemblée. Il oublie toutefois qu'il n'a obtenu qu'une majorité toute relative et qu'il lui manque au moins 60 députés pour pouvoir appliquer le programme présidentiel. Ensuite, le mouvement NUPES, le nouveau mouvement de gauche impulsé par Jean-Luc Mélenchon, qui a eu tout de même le génie politique de faire obtenir avec le même nombre de voix qu'en 2017, le double des sièges si le parti qui compose la NUPES était parti en ordre dispersé. La NUPES qui revendique également cette victoire qu'il obtient, parce qu'il obtient le second nombre de sièges le plus important en tant que groupe NUPES. Il devient à ce titre la première force d'opposition parlementaire. Mais le chef de la NUPES oublie qu'il n'a pas obtenu la majorité qui peut l'imposer comme Premier ministre, un slogan qu'il a martelé depuis la fin de la présidentielle. Il a d'ailleurs
enterré cette prétention dès l'annonce des résultats des législatives. Ces 2 victoires de ces 2 mouvements ensemble et NUPES sont en réalité 2 victoires à la Pyrrhus, car elles ne permettent pas à leurs bénéficiaires, ni à l'un ni à l'autre, d'administrer ce pays, et participent chacun, à sa manière, à fracturer le pays. La seule vraie victoire politique est donc celle du Front National, de Le Pen, rebaptisé en Rassemblement National par Le Pen fille. Il ne pourra pas non plus administrer le pays, mais, d'une part, sans faire de campagne électorale tonitruante, il révèle que le pays a absorbé et assimilé les idées nauséabondes du père et de la fille Le Pen réunis, et d'autre part, a renvoyé au limbe de l'histoire l'homme Zemmour et ses idées qui ont perdu tout attrait aux gens préférant toujours l'original à la copie, comme dit le père Le Pen. À cette victoire politique réelle du Front National, il faut mettre un bémol, celui du taux de l'abstention qui, en définitive, est le seul vrai vainqueur de cette élection législative. Un mot sur les perdants, les quartiers populaires, souvent assimilés aux musulmans de France. Eux sont les vrais perdants des législatives françaises. Car ce qui est le plus malheureux est que les plus discriminés, c'est-à-dire les habitants de ces quartiers dits populaires, ont choisi volontairement la servitude et le statut des damnés de la terre en s'abstenant d'aller voter. Et la nature ayant horreur du vide, ils ont laissé la place de ce vote au Front National, le Front de la haine. Exister, c'est exister politiquement, dit le sociologue Abdelmalek Sayed. Et les habitants des quartiers populaires viennent de prouver qu'ils n'existent pas politiquement, un peu par fainéantise, un peu par je m'en foutisme et beaucoup par inconscience politique. Heureusement que dans ce sombre tableau, quelques lumières jaillissent, l'élection de quelques candidates et candidats issus de ce que nous appelons en France la diversité française. Merci Tarek Pabi. Dans un instant et pour finir, un petit zapping. Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Le LGF est pour finir cette émission aujourd'hui avec Tarek Pami et avec Gamal Abina qui sont avec nous aujourd'hui depuis 16h pour décrypter un petit peu cette soirée électorale. Place aux vainqueurs. Le peuple s'est exprimé. Surmontant l'obstacle d'un mode de scrutin particulièrement injuste et inadapté aux valeurs de notre temps, il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée qui devient ainsi un peu plus national. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. J'adresse toute ma gratitude aux électeurs qui leur ont témoigné leur confiance. Cette confiance nous oblige. Nous avons atteint les 3 objectifs que nous nous étions fixés. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir, avec le risque que nous lui connaissons d'en abuser. Poursuivre la recomposition politique indispensable au ressourcement démocratique et au seuil du 3e millénaire pris en otage par le mondialisme, assumer le triomphe de l'idée salvatrice de nation. Enfin, de constituer un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême gauche anti-républicaine. Voilà, pour Marine Le Pen, donc pour les vainqueurs d'hier soir, qui obtient et multiplie par 10 le nombre de députés à l'Assemblée nationale avec un seul parti, et non pas de groupe. Autre, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un vainqueur, mais en tout cas, Mélenchon, hier soir, avait la mine de quelqu'un qui avait envie de passer à autre chose. Il était comme hier à nous dire je laisse ma place. Ou presque, mais pas tout à fait encore. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi
l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Sur 65 face-à-face entre la NUPS et le Rassemblement national, les donneurs de leçons de la Macronie ont été incapables de donner une consigne claire dans 52 cas. Ce qui les disqualifie, me semble-t-il, dorénavant, à faire des leçons de morale pour qui que ce soit. Quel bon débarras d'avoir vu, après M. Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter les borgneurs Castaner et l'injurieuse Montchana. Vous tous, mon message ce soir, une fois de plus, est un message de combat. Des opportunités incroyables vont se présenter devant vous, et en particulier devant vous, la jeune génération, qui est celle qui appelle avec le plus de force à la rupture avec ce monde et ses règles d'organisation. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, donc dans un discours limite de vainqueur, hein, on l'entendait, évidemment, donc pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis, quand même, pour être équilibré, c'est important, Madame la Première ministre, Elisabeth Borne. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Elisabeth Borne, donc la Première ministre, pour conclure donc ce petit florilège des différentes interventions de la soirée, Mélenchon, Le Pen et Madame Borne. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a été bien complet, on va continuer de l'être tout au long de la semaine, on fera une petite pause musicale parce que vous savez qu'il y a un anniversaire de Cabaret Sauvage qui fête ses 35 ans. Attendez, oui, c'est 25 ans, pardon. Si je dis pas de bêtises, 1997-2002, aidez-moi. Bah, ça fait 25 ans. Ouais, 25 ans, c'est ça. Et à ce titre, on va recevoir plusieurs artistes. Ça se passe le 5 juillet avec une grosse, enfin tout le mois de juillet, pardon, avec une grosse journée, Tarek Mami, en collaboration avec Mediapart et plein de tables rondes qui vont avoir lieu justement sur l'indépendance algérienne qui donc fête ses 60 ans. Vous savez, 5 juillet. Absolument. Merci Gamal, merci Tarek. Merci. Rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h dans un instant. Medjed sur France Maghreb, de rester bien avec nous. Ciao.